J'ai toujours été bien organisé et fait beaucoup de choses franchement, maintenant, depuis mes 18-20 ans. Par contre, ça fait 2-3 ans où j'ai appris à faire moins de choses. Salut Alex. Ça va? Ouais, carrément. Ça me fait plaisir de te recevoir sur Limitless. Tu changes peut-être un petit peu d'autres invités que j'ai pu recevoir. J'avoue, je crois que j'ai découvert ton travail suite à un autre podcast que j'avais entendu où tu parlais de ce que tu avais fait avec Père et Fiche, qui est un fast-food de poissons. Et tu parlais des burgers au poisson, etc. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut réussir un business en vendant des burgers de poisson, parce que ça donne vraiment pas envie, quoi. Non, mais franchement, si tu manges un burger, c'est très certainement celui que tu vas prendre en dernier recours, quoi. Et pour autant, suite à ça, et au fait que visiblement tu y arrives, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, j'ai vu vite fait des contenus Instagram et je me suis dit, putain, ça donne grave envie. Il est quand même vachement fort pour réussir à hacker le cerveau et puis te donner envie de ce petit mi-cuit de saumon. Donc voilà, donc je trouvais ça assez sympa. Et puis je me suis abonné à ta newsletter, j'ai vu que tu explorais plein de choses. Tu as regardé ce que faisait Bruce Lipton, tu fais de la visualisation, des breathwork, tu as essayé de reprendre ta santé en main en marchant un petit peu plus, de changer ton rythme de vie en déménageant, etc. Donc il y a plein de choses en réalité dans ta vie qui rejoignent à la fois la réussite entrepreneuriale et en même temps l'épanouissement personnel, la pleine santé, le bien-être, la performance. Donc c'est un petit peu de tous ces sujets dont j'ai envie de parler avec toi. Bah écoute, avec plaisir. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, on m'appelle pour parler de marketing. Ouais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui va... Parce que du coup, on n'a pas du tout échangé sur le sujet. Je me suis dit, tiens, de quoi tu vas me parler aujourd'hui? Bah ouais, en même temps, c'est un podcast conversationnel, donc c'est le but aussi que tu sois pas trop préparé. Totalement. Mais je te propose de démarrer peut-être par ta petite routine du matin. Qu'est-ce que tu fais le matin pour te sentir en pleine forme, prêt à conquérir tes journées? Alors, j'ai testé pas mal de choses. J'ai un peu un truc de base, c'est que j'ai mon réveil qui sonne sur mon bureau pour sortir du lit dès le début. Ça fait depuis, je pense que j'ai 15-16 ans que j'avais compris que c'était assez débile de snoozer là. Donc sur ça, j'ai jamais eu trop de mal à... Le réveil, il sonne à chaque fois. Je le réveille une fois, sauf que quand je le prenais dans mon lit, automatiquement, le téléphone dans la main, là, c'est une arme destructrice. Donc tu te retrouves à regarder plein de choses. Donc là, j'éteins mon réveil, je vais cache dans ma salle de bain, douche froide. Si je suis dans un environnement à Nice ou quoi, je peux me faire un bain froid, ou sinon des fois je vais à la mer ou quoi. Mais froid direct le matin. Après, je me fais un petit exercice qui s'appelle 7 Minutes Workflow Morning. Je fais la propagande de ce gars, c'est Mike Chung. Et j'avais découvert ça premier jour du Covid. Je l'avais fait comme ça par hasard dans la chambre et j'ai trouvé ça incroyable. Donc c'est un peu de tapping au début, relaxation, tu as 10 burpees, des petits étirements et après un petit breathwork de 2 minutes. Mais ça dure 7 minutes et en vrai, c'est vraiment moi devenu un peu un indispensable pour démarrer. Et On mettra la vidéo ouais, dans grave. les notes de Non, mais l'épisode. franchement, genre le nombre de personnes à qui je l'ai donné qui m'ont dit putain, c'est pas mal en fait. Et le fait que ça soit 7 minutes, t'es pas dans des routines trop longues, tu vois. Et du coup, après, je me pose, j'ai 2-3 trucs j'ai un petit texte, tu vois, visualisation, etc. Et je pose mes 3 objectifs de la journée. Et là, ça démarre. Enfin, ça démarre entre-temps, je me fais un petit déj, tu vois, pas de tel et tout. Et je démarre la journée. En fait, ça, c'est un peu l'indispensable que j'ai le matin. Et j'ai testé plein de choses, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir des choses qui te font kiffer et qui te correspondent, tu vois. Parce que moi, quand je l'ai fait le matin, bon, la douche froide, t'as vraiment pas souvent envie d'aller dans le froid. Mais ça me permet de bien démarrer la journée et j'avais testé plein d'autres choses qui me correspondaient pas et quand tu prends pas de plaisir à le faire, automatiquement tu les tiens pas. Et après j'ai des blocs aussi où je fais des programmes, tu sais, méditation, la Joe Dispenza, j'ai fait beaucoup, à un coup de 1 mois, 2 mois ou quoi. Tu vois là, je réattaque demain, tout le mois de février. Donc ça prend une demi-heure en plus le matin, donc là c'est un peu plus d'orgas, mais c'est intenable sur le long terme. Mais c'est un peu des sprints bien-être, on va dire. Et non, et après je pense que la façon dont tu démarres ta journée conditionne ta journée, qui conditionne ta semaine, ton mois, tes années, etc. Et quand tu démarres dans une bonne dynamique, moi je démarre, après c'est très psychologique pour moi, mais je démarre en mode je suis un conquérant, tu vois. Genre, je suis un 10 sur 10, je vais tout éclater aujourd'hui, ça va être incroyable, il m'arrive que des choses de fou. Donc si tu démarres mal, je passe une demi-heure sur les réseaux, etc. Je me dis, ah putain, je suis à la bourre, ah j'ai pas le temps de faire mes routines, ah si, ah ça, je suis une grosse merde, j'ai encore mal démarré ma journée, je suis un loser, tu vois. Et moi je suis super sensible à ce genre de trucs. C'est pour ça que je me mets beaucoup de vidéos de mecs américains, là, très dev perso, qui te gueulent dessus. Moi, ça marche super bien sur moi.
Mais c'est sûr, je trouve que la première action ou les premières actions que tu fais dans ta journée, elles vont avoir tendance à catalyser un petit peu toutes les autres. Ah ouais. Déjà, cette pratique du froid, bon, il y a des avantages physiologiques, mentaux, etc. Mais je pense que le plus important d'entre toutes, c'est de prendre une décision consciente pour toi que tu n'as pas spécialement envie de faire et qui te dit, OK, c'est moi qui décide de la course de Grave. mon destin. Et ça, quelque part, ça potentialise toutes les autres. Et tu vois, avant de commencer l'enregistrement, tu me disais... Ouais, tu me parlais des compléments alimentaires, tu me disais, je prends du magnésium, est-ce que c'est ça qui me fait mieux dormir ou tout ce que je fais à côté? Et en réalité, tu sais pas vraiment. Mais en réalité, peu importe. Et ce qui est intéressant avec les routines du matin, c'est peut-être même pas tant ce qu'il y a dedans, c'est le fait que c'est quelque chose de reproductible qui crée un effet placebo. Parce que tu as une croyance ressource selon laquelle cette routine, elle te permet d'être le conquérant, d'être au maximum de ton potentiel, d'être plein d'énergie. Et ça, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire que en le faisant, tu te mets dans cette espèce d'autoroute neuronale de c'est ça la personne que j'ai envie d'être. Quoi. Exactement, c'est positif, il va se passer des bonnes choses et tu exécutes aussi beaucoup plus vite, tu vois, je trouve. Parce que du coup, je me mets dans un truc en mode, j'ai bien démarré la journée, boum, je me concentre sur les tâches en prio, je reste focus au début, tac, sac, sac, sac. Moi, j'ai tout qui est un peu planifié dans mon agenda, tu vois, que ce soit les séances de sport, les trucs, enfin, tu vois, même rien que le fait de mettre là, à ce moment-là, pendant 2 heures, tu touches pas à ton tel, etc., sur mon agenda, en mode là, je suis en mode isolé et tout. Du moment que je sais pas, c'est mis dans l'agenda, c'est un peu comme si c'était fait avant d'être fait. Et du coup, tu déroges pas. Tu vois, moi, enfin, je fais beaucoup de sport. Il y a très souvent où j'ai vraiment la flemme d'aller au sport, hein, clairement. Mais j'y vais tout le temps. Et à aucun moment, je me dis, bon, aujourd'hui, t'y vas pas, tu vois. C'est vraiment en mode, bon, allez, tac, telle heure, boum, robot, on y va. Et au plus tu rentres dans des habitudes comme ça, je trouve qu'au plus tu arrives à les intégrer, que ce soit sur des trucs de douche froide, d'intégrer, tu vois, mon exercice de 7 minutes, je trouve que ça, j'ai des bienfaits directs, tu vois. Même sur la mobilité, la souplesse, le fait de se mettre dans des bonnes conditions. Et je pense que chacun devrait un peu tester tous ces petits trucs pour voir qu'est-ce qui leur correspond, voir s'il y a des effets positifs. Et après, ben, à toi, libre à toi d'en rajouter de plus en plus, d'en enlever à certaines périodes et tout, quoi. Et tu vois, ce côté d'être très discipliné, d'avoir un calendrier qui est précis avec une organisation donnée, certaines personnes ont parfois la sensation que c'est une prison, que ça t'enferme et que ça diminue ta liberté. Et moi, à l'inverse, j'ai plutôt une expérience inverse qui est que dans chaque bloc de temps qui est comme ça défini, c'est là où je trouve de l'espace de liberté. Parce que sinon, tu as une espèce de tension de... déjà, t'es pas maître de la façon dont se déroule ta journée, tu es un petit peu le pantin des événements extérieurs, etc. Et donc toujours en réaction plutôt que d'en avoir le contrôle. Et en plus de quoi, tu as cette espèce de charge cognitive de est-ce que j'aurai le temps de faire ceci, est-ce que j'aurai le temps de faire cela. Tu vois, par exemple, là, tu parlais du sport, bah, potentiellement, si c'est pas déjà bien planifié, tu le remets tout à la fin, et puis après, il est déjà 17h, là, tu te dis putain, merde, et au final, j'ai pas eu le temps de faire mon sport, etc. T'as la journée qui dure plus longtemps que prévu et tout. Ah non, mais carrément. Je suis complètement d'accord. Et t'as toujours eu cette organisation-là où avant le matin, tu te levais et puis tu te mettais direct à bosser, etc. T'as pu expérimenter un peu ce switch de la première heure de la journée, j'essaie de la consacrer à des choses qui sont importantes pour moi et qui sont en réalité un investissement. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es entrepreneur, tu as souvent envie parfois d'être dans une forme de productivisme et de faire. Et donc, tu te lèves le matin, tu te fais un café et puis tu es déjà en train de bosser, regarder tes mails ou tes réseaux, etc. VS, j'investis une demi-heure ou une heure le matin pour être plus performant sur toutes les autres actions que je vais avoir. Bah alors, j'ai toujours été bien organisé et fait beaucoup de choses franchement, maintenant, depuis mes 20 ans, je pense. 18-20 ans. Par contre, ça fait 2-3 ans où j'ai appris à faire moins de choses. Tu vois? Parce que, je sais pas, quand j'avais fini l'IUT, j'ai bougé à Londres, je faisais de la danse. Donc, en gros, je bossais en intérim. Je faisais 7h, 16h avec 30 minutes de pause. Là, je finissais, je partais réviser, puisqu'en fait, je m'étais dit, je vais reprendre les cours. Donc, je partais 1h30 à la bibliothèque tout seul. Et après, je faisais de la danse, parce qu'à la base, je voulais devenir danseur pro. Donc, j'allais dans la rue danser, je dansais 3 heures, je revenais chez moi, je mangeais, je dormais. Tu vois, j'avais des grosses journées. Et en fait, l'avantage à tout ça, c'est que ça m'a permis de faire beaucoup de choses, tu vois. J'ai voyagé dans plein de pays, j'ai vécu à l'étranger, etc. J'ai testé plein de choses. Mais le truc, c'est qu'après, j'ai réalisé aussi que souvent, des fois, j'en faisais trop. Et il y a ce truc de comment tu te mets plus dans ton ressenti et t'apprends à calmer la chose. Et là, je travaille quand même toujours beaucoup et tout, mais je suis plus dans un truc de déjà faire que des choses qui me plaisent tout au long de la journée. Dès qu'il y a des choses qui me plaisent pas, j'essaie de comprendre pourquoi ça m'a pas plu et comment je peux les dégager. Et après, du coup, prendre le temps justement de se poser. C'est pour ça que j'ai les routines du matin. Mais tu vois, je fais des breathwork quasiment tout le temps maintenant. Franchement, pas quotidiennement, mais 5 fois par semaine. Ou soit je les fais avant de me coucher, soit je les fais juste après manger, tu vois. Genre une demi-heure après manger en mode
pour couper dans l'après-midi, tu vois, et beaucoup plus être dans le ressenti de comment. Et en vrai, le truc, c'est que maintenant, quand j'ai pas envie de travailler, je sens que, je sais pas, je suis pas fatigué ou j'arrive pas, je travaille plus, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, je sais que quand t'as pas envie, en 1 heure, je vais faire ce que j'aurais pu faire en 15 minutes, tu vois, si j'étais en forme. Donc je me dis, vas-y, utilise ton temps pour faire autre chose, tu vois. Et demain matin, tu plies le truc en 2 secondes, quoi. Et alors, tu parles des breathwork. Tu peux me raconter un petit peu comment tu as découvert cet outil, ce que ça t'apporte, comment tu le fais? Alors, je crois que ça a démarré. Je me demande si ça n'a pas démarré pendant le Covid, où tu sais, j'étais redescendu à Nice avec mes frères et tout, dont avec Robin, que tu connais bien. Ouais, que j'ai reçu sur Limitless aussi. On a fait un Exactement. super épisode, notamment sur la viande rouge, et puis Exact. sur pas mal de mythes Ouais. alimentaires liés à la nutrition. Qui est assez compétent sur tous les domaines de santé. Et en fait, je sais pas, il avait testé, il a dit, ouais, putain, c'est la folie et tout, essayez. Et en fait, j'essaye et je trouve ça bien, mais pour le coup, tu vois, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça, peut-être un peu plus même. Mais j'y comprends rien. Et en fait, je me dis, bon, bah, c'est intéressant et tout. Et de là, j'en faisais un peu ponctuellement, mais un peu pour faire découvrir à mes potes aussi. Des fois, on partait en week-end, je dis, putain, les gars, je fais un truc la dernière fois, c'est trop cool, venez, on essaye et tout. Et j'en ai fait de plus en plus. J'ai mes frères à Noël, Noël 2022 peut-être, qui m'ont offert un stage d'une journée avec un mec qui s'appelle Léandre, qui est un des petits de Wim Hof, donc qui fait beaucoup de stages, etc., qui bouge partout sur la planète avec lui, qui passait à Cannes, donc j'ai fait une journée. Alors là, incroyable. Bon, pareil, c'est toujours les stages, tu as toute la partie un peu théorique sur le fonctionnement de ton corps, le cerveau, etc., comment tu réagis au breathwork. Un vrai breathwork qui dure en vrai jusqu'à 1 heure. De type respiration Wim Hof, du coup? Ouais, bien poussé. Avec quand même des phases d'apnée? Ouais. Et après, bain froid. Et là, j'ai trop kiffé. À partir de là, j'ai commencé à en faire de plus en plus. Tester plein de choses. Donc, tu vois, je l'ai fait chez moi, hein. Respiration, à faire de la respiration holotropique. Là, je suis parti justement 4 jours en stage chez Léandre. Il est entre Aix et Grenoble, tu vois, dans les Alpes, où je suis parti avec des potes en stage 4 jours, où là, tu t'envoies dans l'espace total. Et moi, c'est vraiment, je trouve, de tout ce que j'ai pu tester, le hack le plus incroyable. Parce que la respiration, ça te conditionne, mais un truc de fou. Et moi, ça te met dans des états euh, hyper euphoriques, de gratitude, de vision hyper claire sur la chance que, enfin, toutes les choses que tu as dans ton quotidien, réaliser la chance que tu as de les avoir, mais aussi sur mon taf, le pro, ça me donne des directions, tu vois. Tu as toute la mécanique du breathwork, boum, boum, boum. Tu fais ton truc, généralement, quotidiennement, je fais des boucles, tu vois, de 20 minutes environ. Et après, quand tu es dans des phases un peu, tu vois, de 10 minutes où tu es un peu en mode chill dans les vapes, c'est là où je pars explorer plein de choses, tu vois, un peu au fond de ma pensée. Et encore une fois, moi, c'est un truc, genre, c'est le truc que j'adore le plus faire, quoi, tiens. T'en fais beaucoup, toi aussi, non? Ouais, bah écoute, moi j'utilise on va dire, 3 façons différentes, parce que derrière breathwork, on peut mettre beaucoup de choses. Si on considère juste la respiration Wim Hof, je la fais notamment le matin, je fais 3 cycles quand j'ai Ok. eu une nuit un petit peu sous-optimale. Si je me réveille avec une énergie inférieure à 7 sur 10, je me fais 3 cycles et ça me permet de maximiser Ouais, mon énergie. Et là, c'est 10 minutes d'investi qui vont modifier vraiment ouais, totalement. toute l'expression de mon potentiel pour la journée. Donc ça, c'est la première utilisation. Après, tu as une deuxième utilisation qui est plutôt liée, comme tu disais, à un côté un peu méditatif, introspectif, exploratoire, sans forcément chercher quelque chose de particulier, mais où ça va être un petit peu plus poussé, potentiellement un peu plus long, avec peut-être des phases d'hyperventilation un peu plus intenses et qui vont m'aider, comme tu le disais très bien, tu vois, à éprouver de la gratitude, à apaiser certaines choses qui peuvent avoir à apaiser ou avoir une vision plus claire de la façon dont je dois gérer telle ou telle problématique. Puis après, tu as le breathwork à proprement parler, où là, potentiellement, je le fais avec une facilitatrice ou en groupe, Ouais, et où pendant 40 minutes à 1 heure, ou même d'ailleurs à distance, mon ami Steve a une espèce de communauté en ligne où il fait respiration et méditation, et parfois on a des séances de breathwork comme ça qui durent 20 à 40 minutes. Et là, tu n'as pas de phase d'apnée, c'est 20 à 40 ah, minutes là, d'hyperventilation, voire 1 heure ouais, avec les facilitatrices. Et là, pour le coup, c'est une libération somato-émotionnelle ouais, de dingue. Et là, potentiellement, tu vas explorer des choses qui sont parfois positives, parfois négatives. Tu vois, au festival Limitless Project, on l'a fait avec tout le monde. ah, Donc, c'est on énorme. était 80 à le faire. Et t'en as qui n'ont rien ressenti. Ah ouais? Ouais, mais parce que, tu sais, ça nécessite quand même une certaine coordination respiratoire. Si Ouais, t'as pas l'habitude, parfois, tu as du mal à aller assez loin.
Mais t'en as qui ont pleuré, t'en as qui ont réglé des problèmes qu'ils avaient depuis super longtemps, t'en as d'autres qui ont rigolé, tout le monde se prenait dans les bras à la fin. Enfin, il se passe des choses quand même, tu vois. Il se passe des choses profondes. Et quelque part, j'ai envie de dire, ça t'aide à être un peu un meilleur humain, tu vois, j'ai l'impression. Totalement, ouais. Totalement. Et tu vois, nous, sur le stage, quand on l'a fait là en juin, on a fait, à un moment donné, la plus grosse session, c'était 1h15, mais sans stop, tu vois, qu'avec de la montée, où en plus tu poussais vraiment sur ton estomac, ta cage thoracique, ta tête, etc. La contraction du périnée et tout. Donc vraiment, tu pars très très loin. Ouais, il y avait des meufs à côté, il y avait une meuf à côté de moi, elle avait un orgasme et tout, une autre qui pleurait. Mais là, tu pars. Je pense que chacun réagit différemment. Moi, je vois beaucoup de couleurs, et tu sais, t'as les couleurs qui sont liées à des chakras que tu vois. Moi, j'ai beaucoup de couleurs violettes qui sont liées à tout ce qui est vision, etc. Parce que, et j'arrive vachement les gens vont me prendre pour un malade, mais à avoir des visions même du futur, etc. Tu vois. Depuis 2 ans, j'ai eu plein de visions qui se sont passées aujourd'hui, et j'en ai eu d'autres qui se sont toujours pas passées, mais qui sont des trucs un peu plus lointains. Et je sais que quand je pars vraiment, vraiment loin dans ce type de truc, j'ai des flashs un peu de ma vie comme des indications sur les directions à prendre, etc. Tu vois, comme quand tu fais des voyages un peu, tu vois, sous psychédélique, tu vois, des choses quand tu vas loin dans ces expériences de respiration, t'as des visions qui apparaissent. Et moi, à chaque fois, c'est vraiment des directions qui me sont données. Et donc, encore une fois, c'est mon cerveau qui les génère, mais tu vois, c'est toujours des trucs qui m'emmènent dans le bon chemin, quoi, tu vois. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Après, tu vois, c'est ton cerveau qui les génère. En fait, quand on t'écoute, on pourrait se dire, ouais, c'est un côté ésotérique, mais d'un autre côté, il y a aussi une vision très cartésienne des choses qui est que ton intuition, quelque part, elle se nourrit de toutes tes expériences de vie. Passées, de tout ce que tu as lu, des conversations que tu as eues, de toutes tes expériences, etc. C'est des milliards de données. Et en fait, ta conscience, elle n'a pas accès à toutes ces données-là parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc, ton intuition, c'est simplement qu'elle va aller interroger certaines de ces données et leur donner un sens, les mettre en lien pour te donner une réponse parfois à des questions que tu n'as même pas encore posées parce que ça fait sens dans un contexte donné. Exactement. Et je pense que par ces états de conscience élargis, eh ben, tu permets justement à ces phénomènes émergents d'émerger. Et donc, potentiellement, c'est des choses c'est peut-être déjà une direction qui fait partie de toi, mais t'en prends conscience. En fait, c'est simplement que ça porte quelque chose à ta conscience. Et après, pourquoi ça se réalise? Parce que ça flèche quelque part ton chemin, et puis après tu manifestes parce que Totalement, tu vois ça, et donc tu vas naturellement faire des choix et prendre des décisions dans ta vie qui vont te porter à réaliser ça. Exactement. Et justement, je pense que ça nous fait un parallèle direct avec la visualisation, puisque tu m'avais dit que tu avais fait beaucoup de... Donc c'était pas Bruce Lipton, c'était avec... Non, alors j'ai fait, en fait, le premier livre que j'ai lu sur ça, qui m'a vraiment éclaté le cerveau, c'est La puissance du subconscient de Joseph Murphy, si je dis pas de bêtises. Où vraiment, ça t'explique qu'en fait, la façon dont tu penses module un peu ta vie, tu vois. Sur on va dire, en restant très, très simple. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, dès que j'avais des problèmes, etc., je réagissais, tu vois, je me plaignais pas, j'étais dans un truc positif. Si je voulais régler des conflits, etc., j'arrivais pas en mode frontal. Et là, j'ai eu plein de résultats de fou. Genre vraiment, mais des trucs... tu sais, genre en mode vraiment, je me disais, ok, bon, ça va se passer comme ça, etc. Il n'y a pas de souci, chill, ne sois pas triste, ne sois pas énervé, etc. Donc vraiment, encore une fois, comment tu arrives à mieux gérer tes émotions. Et derrière, j'ai lu Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Et c'était Joe Dispenza. Ouais, du coup, j'ai beaucoup lu Joe Dispenza, j'ai fait ses programmes et tout. Où là, pareil, il t'explique d'un point de vue un peu plus physique, quantique et spirituel, etc., que toutes les maladies et les problèmes qu'on a sont totalement liés à notre cerveau. Donc, en fait, lui, il t'explique que, en fait, tu peux, de par la pensée, tu peux moduler ton présent, mais aussi ton passé et ton futur. Donc, c'est quand même compliqué à matérialiser, tu vois, quand tu tombes dedans comme ça. Mais le truc, c'est que je me suis dit, OK, par rapport à ça, liste un peu tous les problèmes que tu as, les choses qui te dérangent, et vois, en gros, par rapport à ça, comment tu veux les résoudre, tu vois, petit à petit. Et en fait, ça fait 3 ans, et en vrai, en 3 ans, t'as toujours des problèmes, hein. Mais 90% des gros trucs que j'avais ont disparu, tu vois. Et donc, encore une fois, c'est lié à tout ce qui est pensée positive, visualisation, loi de l'attraction. Mais moi, le raisonnement à chaque fois, c'était, bon, ça a l'air un peu, même, tu sais, un peu perché, tu vois, pour moi, et un peu compliqué à matérialiser. Mais je me suis dit, en fait, quel est le risque à ça? Dans le sens où je me dis, au pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver d'avoir pas de pensée négative dans la journée, tu vois?
qu'est-ce qui peut m'arriver d'essayer de couper les trucs qui me dérangent, qu'est-ce qui peut m'arriver de faire des trucs visualisation où tu vas essayer de vraiment de ressentir, tu vois, les émotions d'une situation donnée dans le futur comme si elle était déjà présente et vois ce qui se passe. En fait, il se passe que des trucs de fou. Donc je me suis dit, bon, bah vas-y, je continue, je teste encore plus de choses. Ouais, bah après, c'est un peu addictif. Moi, je me souviens, tu vois, la première fois que j'ai testé, là, je parle même pas de breathwork ni de visualisation, mais simplement quand j'ai commencé à m'intéresser au potentiel humain et implémenter certaines choses dans ma vie. Et en fait, en plus, plus tu pars bas, plus les effets, ils sont dingues au début. Et donc, au début, je me dis, waouh, mais je me sens 100 fois mieux, etc. Et j'avais l'impression d'être un gosse à Noël. Et à chaque fois, j'ouvrais un cadeau et ce que je voyais dedans, c'était vertigineux. Et derrière, il y en avait encore 10 de cachés. Et je me disais, waouh, mais c'est un jeu infini, quoi. Et Joe Dispenza, moi j'ai lu le Placebo c'est vous, et c'est intéressant dans ce livre-là notamment, il raconte un petit peu comment tes croyances, tes pensées modifient jusqu'à l'expression génétique de certains gènes dans tes cellules. Donc en fait, dans nos cellules, on a notre ADN. Notre ADN, c'est une espèce de grosse encyclopédie avec plein d'options et de recettes de cuisine dedans. Mais elles sont pas toutes exprimées. Elles sont exprimées en fonction des besoins et de l'environnement. Et donc ça, c'est super bien fait parce que la nature, elle sait pas à l'avance dans quel environnement on va être amené à évoluer. Donc elle te donne le manuel complet et puis en fonction de l'environnement réel dans lequel tu vas être confronté, certaines recettes vont être lues ou pas. Et d'ailleurs, tu parlais de l'exposition au froid. Typiquement, ça permet notamment de générer et de créer des protéines qui s'appellent les cold shock protéines, qui ont plein d'avantages, notamment sur les sirtuines, etc., liés à la longévité, au fonctionnement mitochondrial et même à la réparation de l'ADN. Ça, tu vois, typiquement, c'est des pages assez poussiéreuses de l'encyclopédie de notre ADN. Parce que comme on n'y est plus du tout confronté, on les utilise quasiment jamais. Mais à la base, ça fait partie de notre patrimoine. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'il disait Dispenza, c'est que ce que tu penses et la façon dont tu imagines ta vie et puis l'avenir va moduler l'expression de tes gènes. Et potentiellement, si tu as envie de manifester ou de réaliser tel ou tel projet, le fait de le visualiser va faire croire à ton cerveau, parce que le cerveau voit pas forcément la différence entre le réel et ce qui est imaginaire, va forcer ton cerveau et ton corps à exprimer les gènes qui te rendront plus fitness pour cet environnement vers lequel tu tends, c'est-à-dire pour la réussite de ton objectif. Mais exact. Ah bah attends, putain d'ailleurs. C'est énorme, parce que j'ai fait... je me dis... attends, tu vois, regarde. J'ai fait... ah bah tiens, c'est les trucs des chakras. Tu vois. Non, j'ai enregistré là une vidéo en mode bilan d'année, etc. Tu vois, objectif 2025. Et où j'ai posé une caméra, j'ai fait n'importe quoi. Et j'avais noté des trucs sur justement tout ce qui est lié à ça, tu vois, breathwork, méditation. Parce que vu que je ne suis pas un professionnel de la santé, je me suis dit, je prends des termes précis, tu vois, ce sera plus simple que l'expliquer avec mes mots. Et tu vois, sur la partie... du coup, ça venait du programme de méditation, The Formula de Joe Dispenza. En fait, dans Rompre avec soi-même, il t'explique, en gros, tout ce qu'il faut faire justement pour bien méditer, etc. Et dans le programme, il t'explique comment bien le faire, tu vois. Donc, et du coup, il dit, le but est d'aller dans un état d'esprit qui permet de vivre de manière plus sereine en s'améliorant soi-même et en mettant un terme aux traumatismes qui tendent à s'installer en raison d'expériences passées, grâce à l'auto-guérison et l'effet placebo. Et où est la suite ? Ah oui, c'est là. L'idée de donner naissance à une nouvelle et meilleure version de soi-même qui permet de mieux vivre et d'améliorer différents secteurs physiques, psychologiques de sa propre vie. Ça passe par le principe de la plasticité neuronale. Donc, c'est tous les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier, qui agissent sur le corps et pas simplement sur l'esprit. Comment ça fonctionne ? Les méditations visent à nous faire quitter l'état analytique qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient. Une fois cette étape atteinte, le corps et l'esprit sont prêts à ressentir ce que Joe appelle des états émotionnels élevés, nourris d'énergie positive et capables de communiquer avec nos gènes et l'environnement interne du corps afin de laisser les changements s'opérer. Cela permet de provoquer un changement dans son corps en utilisant son esprit. Si on résume, on peut se créer la vie qu'on veut simplement avec notre pensée. Bon, c'est quand même mieux expliqué que si tu l'avais dit avec mes mots. Et ça ressemble à quoi alors, une séance de méditation, visualisation ? Franchement, c'est fou parce que moi, je suis vraiment pas du tout un mec de la méditation. J'ai testé plein de trucs et tout, et genre vraiment, ça me saoulait. Et je suis plutôt au profil, tu vois, hyper actif. Ouais, pareil. Et là, encore une fois, j'ai suivi son... Tu vois, il y a une formation qui fait 10 heures, il t'explique tout. Et t'as un truc très... t'as des vidéos, t'as 5 vidéos, si je dis pas de bêtises, qui font entre 20 et 30 minutes. Il y en a une, c'est comment être dans le moment présent, comment activer son cœur, comment créer de la connexion avec son cerveau, comment projeter le futur qu'on veut.
Et t'as un peu de la musique, un peu de ces trucs chamaniques, où lui, il te crie dessus, tu vois, en mode c'est là, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et il est en mode let it go et tout. Et par rapport à ça, des fois, il te met un peu des respirations. Et l'objectif, moi, il y a un truc qui m'avait un peu marqué, c'est qu'en fait, quand tu fermes les yeux, il y a une vidéo où il dit faut que tu arrives à te balader dans le noir. Du coup, en matérialisant le truc, mais en créant un espace un peu virtuel autour de toi, mais à matérialiser. Et en fait, le fait de se concentrer sur ça, ça te permet de pas te concentrer sur tes pensées. Et moi, ça marchait super bien parce que j'arrivais de plus en plus à me balader dans le noir et ça t'envoie un peu dans des états de vape un peu. Et du coup, par rapport à ça, derrière, à la fin, il te dit, bah, en gros, quand tu arrives à, je sais pas, trois quarts de la séance, il te dit, OK, maintenant, matérialise quelque chose que tu aimerais avoir, etc. Donc, en fonction des séances, tu te concentres sur des choses différentes. Et moi, encore une fois, tu vois, je l'ai fait mars-avril, là, et il se passait que des trucs de fou. Et pour autant, tu disais tout à l'heure que c'est difficile à maintenir sur le long terme parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Bah, c'est là un niveau. Moi, je trouve que c'est un niveau. Je suis déjà quand même très rigoureux, peut-être même un peu trop. Mais là, c'est un niveau de rigueur. Tu vois, c'est franchement, si tu rajoutes ça avec les routines du matin, c'est 3 quarts d'heure tous les matins. Je pense qu'il faut vraiment être à un stade où tu as beaucoup de temps libre pour pouvoir t'adosser à ça, tu vois. C'est-à-dire que le jour où j'ai plus besoin de travailler le matin, peut-être que je me le ferai tous les matins. Parce que je suis convaincu que si tu le fais tous les matins, en vrai, c'est incroyable. Et encore, après, moi, j'aime bien fonctionner un peu, tu vois, par sprint. Parce que je pense que c'est aussi bien d'avoir ce côté, tu vois, lâcher prise. Tu vois, là, décembre, j'ai pas. J'aime bien traquer toutes mes routines, mais décembre, j'ai rien fait. J'étais là en mode, je continue à en faire, mais j'étais moins dans ce truc de un peu performance, etc. Tu vois. Et pour moi, tu peux pas être performant toute l'année à 100%, quoi. Non, c'est vrai. D'ailleurs, même dans l'entraînement sportif, quand tu as un gros objectif, bah, tu t'entraînes pour cet objectif. Et puis après, c'est important aussi que tu aies des périodes où un peu off. Ça veut pas dire que tu vas pas t'entraîner, mais c'est beaucoup moins structuré et ça te permet, même indépendamment du corps, simplement d'un point de vue motivation, etc., de régénérer un petit peu tout ça, quoi. Exactement. Et je trouve que le trade-off, il est assez difficile à faire, surtout quand tu es entrepreneur, parce que potentiellement, tu peux toujours travailler plus. Et d'un autre côté, moi, tu vois, ces dernières années, j'ai vraiment pris conscience à quel point plein de choses que je fais à côté me rendent beaucoup plus efficace dans ma prise de décision, dans ma créativité, dans mes idées, etc. Par exemple, le fait d'instaurer des marches créatives, parce que je les ai appelées marches créatives, c'est simplement le fait d'aller marcher, mais sans écouter de livre audio, sans écouter de podcast, sans faire des calls, etc. Parce qu'avant, je marchais déjà beaucoup, je courais, etc. Mais j'optimisais chaque minute de mon temps, ce qui fait que pendant que je marchais, j'étais en train de faire un Google Meet, d'écouter un livre, etc. Et donc, avoir une heure comme ça où j'ai juste marché, ça permet à mon cerveau de faire des liens, etc., de trouver des réponses. Mais tu vois, il a fallu que je l'expérimente plusieurs fois, etc., pour me convaincre qu'en fait, cette heure-là, c'était pas du temps de repos, ça faisait partie de mon boulot. Et maintenant, je le cale dans mon planning, dans mon emploi du temps, comme du travail, tu vois. Mais, enfin, après, c'est peut-être moi qui ai du mal, etc. Mais je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est dur, tu vois, de savoir jusqu'où est-ce que tu peux pousser le curseur de ces à côté, comme peuvent être aussi le breathwork, etc., par rapport au temps de travail effectivement. Bah, en fait, c'est ça, c'est que après, moi, j'ai toujours fait en sorte, déjà, sur le travail, tu vois, même si je gère plusieurs boîtes ou quoi, de pas être en mode 14 heures par jour, 7 sur 7 et tout, et d'être à un stade où j'en peux plus, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, je suis vraiment en mode, je suis un peu dans un jeu, et je prends du plaisir, et c'est beaucoup plus important de me lever le matin et de me dire, je kiffe ce que je fais, etc., plutôt que combien ça va me rapporter au final si je fais un cash out ou quoi, tu vois. Vraiment, genre, j'apprécie vraiment le voyage, tu vois. C'est un peu le truc cliché, mais. Et je pense que le jour où sur une des boîtes, j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler, je partirai, tu vois, même quitte à. Enfin, j'irai jamais rester dans un truc pour l'appât du gain. Parce qu'encore une fois, j'ai expérimenté plein de choses, j'ai beaucoup voyagé, tu vois. À un moment donné, quand je faisais du e-com un peu plus vénère, j'ai tous mes potes qui ont bougé à Dubaï. J'ai plein de potes qui font énormément d'argent. J'en ai vu des mecs qui faisaient plus de 100 000 par mois de bénéf, etc. Où tu sais, tu dis c'est faux, mais non, c'est totalement vrai. Des gamins de 18 ans qui font ça, tu vois. Et en fait, moi, j'ai jamais été attiré par exemple par tout ce qui était matérialiste, tu vois. Les grosses voitures, les grosses montres, etc. Je m'en fous total. Et quand tu es dans un cycle comme ça, je trouve ça hyper intéressant pour. En fait, encore une fois, pour moi, au plus tu testes de choses, au plus tu vois vers où tu veux aller ou où tu veux pas aller, tu vois. Et par rapport à ça, j'ai aussi compris qu'est-ce qui, moi, m'intéressait, m'animait, tu vois. Et pour moi, je sais que moi, ma santé, par exemple, c'est le truc le plus important, tu vois. Et derrière, tu mets plein de critères. Et c'est pas pour, tu vois, j'aime bien aller voyager, mais par exemple, tu me dis, tu vas vivre en backpack, en road trip toute l'année, vraiment, pour rien au monde, je fais ça, tu vois. Je l'ai fait jeune, ça m'a fait marrer, mais j'ai compris que c'était des choses ponctuelles, tu vois. Et quand les gens qui sont bloqués à Paris dans leur CDI depuis 10 ans, ils disent, ouais, c'est ma vie rêvée de partir, tu vois, en Asie.
mais fais-le. Et tout le monde veut devenir digital nomade et tout le monde fait ça 1 an, 2 ans. Et après, tout le monde reveut une vie normale, tu vois. Et je pense que tu as besoin d'itérer plein de choses pour vraiment comprendre ce qui te plaît. Mais le fait d'apprendre à rien faire, les gens, enfin, mets-toi 10 minutes assis là et tu fais rien, c'est très long. Hein. Ouais, c'est clair. C'est une torture aujourd'hui, hein, parce qu'on est H24, les écrans et tout. Et en fait, tu vois, on est surstimulé, ça c'est clair, mais en fait, l'ennui, déjà, rien que le silence, c'est un luxe qu'on connaît plus. Et puis, l'ennui en tant que tel, je veux dire, quand tu es en train de méditer, t'es pas en train de t'ennuyer. L'ennui, c'est différent, tu vois. Et c'est vrai qu'avant, ça faisait partie de notre programmation de base, tu vois. Il y avait plein de moments où on avait juste rien à faire et on s'ennuyait. Et je pense que ça portait déjà à une forme de régénération un peu du cerveau, etc. Et puis aussi probablement à un côté créatif, parce que dans ces moments-là, comme c'est inconfortable, c'est le fait en fait que l'ennui soit inconfortable et désagréable qui te pousse à trouver des solutions créatives et stimule ton imagination, etc. Et donc si t'as pas cet inconfort, si tu es en train de méditer par exemple, ça peut être inconfortable de méditer, mais c'est pas le même inconfort que d'être vraiment condamné à rien faire. Et si je pense qu'en étant un peu hyperactif, t'es relativement peu patient, bah tu vois très rapidement que quand t'es bloqué sur un truc ou que t'as un rendez-vous, que le mec il a 10 minutes de retard, que t'es en train de l'attendre, très rapidement ça t'énerve, tu vois. Ah non, mais de fou. Et les méditations, pour moi, au début, c'était une torture. Hein. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment. Et là, tu vois, je sais que je vais m'y remettre. Je pense que les 3, 4, 5 premières, ça va pas être évident, tu vois, parce que là, Enfin, je fais les breathwork, j'aime bien parce que c'est mécanique, tu vois. Ouais. Donc directement, il se passe quelque chose et tout. Ouais, c'est vachement actif. Ouais. Tandis que là, la méditation, putain, franchement, c'est chaud. C'est pour ça que c'est pas mal de lier les deux. Ouais. Tu vois, dans l'approche de Steve, il y a la respiration et la méditation, et il lie les deux. Et je trouve qu'en plus, la respiration, ça t'emmène déjà dans un état, même sans faire de breathwork, hein, ça peut être juste la respiration carrée ou ce genre de choses, mais ça te met déjà dans un état de pleine conscience qui favorise après l'entrée dans l'état méditatif. Totalement. Et tu vois, même, tu parles du fait d'être surstimulé, mais moi, là, depuis 1 an, j'ai vraiment travaillé aussi sur le fait de beaucoup moins être sur mon tel, tu vois. C'est-à-dire que je me suis mis des bloqueurs de partout sur mon tel, parce qu'en vrai, j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai pas du tout. En vrai, tout le monde a besoin de ça, tu vois. C'est comme le mec qui te dit, j'ai pas besoin de coach de sport pour avoir des résultats. Tu peux en avoir, mais tu prends un bon coach, tu sais qu'il va t'en avoir plus, quoi. Parce que t'as toujours ce truc de pousser un peu moins que quand il y a le coach qui te gueule dessus. Et là, le fait d'avoir des trucs où mon tel est bloqué, ça m'a fait gagner, tu vois, un temps fou. Et genre, vraiment, je le vois. Le niveau d'anxiété que tu as en moins de part être. Enfin, je suis quasiment plus du tout sur les réseaux. Bon, c'est un peu paradoxal parce que entre l'agence, Verifiche, etc., je suis H24 en train de produire du contenu, mais je suis beaucoup plus sur la partie créateur de contenu sur les réseaux que consommateur, tu vois. Et donc, j'y vais de temps en temps en mode pour benchmarker et tout. Enfin, tu vois, j'y vais peut-être 20-30 minutes par jour, mais c'est très peu, tu vois. Et il y a des petites pauses comme ça. Mais je pense que le moment où tu fais des breaks, un break, c'est un vrai break. Un break où tu es là en mode scroll intensif, les notifs, etc. Ton cerveau, comme tu dis, il est surstimulé. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ces trucs de repos, tu vois, couper les écrans. Tu vois, là, j'essaie de couper les écrans à 22h30 max. C'est compliqué, en vrai. Et j'en avais parlé avec Julien Guenia, justement, qui utilise aussi tous ces bloqueurs, etc. Utiliser la technologie pour maîtriser la technologie. Ouais. Mais moi, finalement, j'ai testé pendant un moment. Finalement, je pense que j'en ai pas trop besoin. Mais par contre, ce qui a été un vrai game changer, ça a été de supprimer tout ce qui est notification. Donc déjà, mon téléphone il est toujours en silencieux. Il y a zéro notification, mais même pas WhatsApp ni rien, tu vois. Et sur mon ordinateur, tu vois, même les petites pastilles rouges, j'en ai parlé là il y a pas longtemps. Rien que la couleur est fait pour hacker ton cerveau. Ça fait longtemps que j'ai pris et donc voilà, et le fait de supprimer tout ça, déjà, d'être vraiment concentré sur ta tâche et de comprendre que le matin, c'est fait pour créer, pour développer, et puis l'après-midi pour entretenir. Ou une autre façon de dire, c'est le matin, c'est les tâches importantes, l'après-midi, c'est les tâches urgentes. Différencier ces deux parties de tâches et de pas arriver le matin directement répondre à des sollicitations extérieures, répondre à tes mails, etc. Parce que sinon, tu rentres dans une espèce de cercle vicieux de réaction vis-à-vis de l'environnement et t'as jamais de temps pour vraiment travailler sur tes tâches de fond qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs à moyen et long terme. Et en plus, en termes de satisfaction de ta journée, à la fin, tu finis ta journée, tu as fait 1000 trucs, mais rien de réellement concret, profond. Et donc, ta satisfaction personnelle de ce que tu as fait est en réalité relativement faible, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et sans même que tu t'en sois totalement aperçu. Ok, intéressant. Et pourquoi ça te fait rire? Non, mais je suis complètement d'accord. Mais c'est pas facile en vrai, tu vois. Parce que moi, souvent, je le fais le matin. Mais tu vois, à partir du moment où tu travailles, pas toucher pas ouvrir les. En fait, rester déconnecté du monde pendant 2-3 heures, c'est long, tu vois. Et t'as toujours ce truc de, bon, vas-y, ce FOMO, t'irais pas voir et tout. Un petit mail. Franchement, ouais, moi, sur ça, je suis super faible, tu vois. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, j'ai mis, tu sais, j'ai Opal, là, qui a tout bloqué sur mon tel et j'ai mis sur mon ordi aussi.
Ouais, moi, c'est pareil. Les mails, c'est le pire parce que pour le coup, j'ai une addiction aux mails. Moi, ça va sur ça. Ouais, c'est WhatsApp qui me fume. Après, tu vois, les mails, mais bon, WhatsApp potentiellement, mais les mails, c'est aussi tout mon business, tu vois, potentiellement. Ouais. Il y a, à chaque fois, t'es en train d'interagir avec des gens et puis j'attends une réponse qui potentiellement peut débloquer un dossier et puis j'ai hâte de l'avoir parce que je sais que quand j'aurai cette réponse, potentiellement, là, tu vois, j'essaie de faire un deal avec Spartan pour Feroz. Et j'ai parlé avec le gars, j'attends avec impatience son mail. Parce que je mets beaucoup de polarisation sur le truc parce que ça peut être génial pour moi, tu vois. Et donc, j'ai envie d'ouvrir plein de fois ma boîte mail dès le matin au cas où je vois ce mail-là. Et donc, tu as ce côté un peu addictif. Mais le problème, c'est qu'en ouvrant ma boîte, je vois pas son mail parce qu'il me l'a pas encore écrit. Par contre, j'en vois 10 autres qui avaient rien à voir. Et plutôt que de bosser sur ma tâche de fond, j'ai répondu à ces emails. Et c'est là où les bloqueurs sont intéressants. Et tu vois, moi, hier, on est quoi, vendredi? Mercredi, j'ai rien ouvert jusqu'à 12h30. Donc, j'ai bossé de fou et tout. Hier, je me lève, tu vois, je me lève et tout, et je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je vais sur mon ordi, j'avais le WhatsApp Pro qui pop directement, tu vois, parce que la fenêtre était encore ouverte. Donc, je vois toutes les pastilles et tout, déjà, et je commence à répondre et tout, et en fait, après, mec, c'est impossible de se remettre en mode, bon, vas-y, là, je coupe tout, tu vois. Genre, je suis lancé, tac, les sujets, etc. C'est pour ça que c'est vraiment pour moi indispensable à faire le matin, parce que sinon, mais c'est super compliqué, je trouve. Et puis en plus, ça crée un stress parce que si tu ouvres tes mails ou ton WhatsApp, que tu vois tous les messages non lus et que tu dis bah non, je les traiterai plus tard, ça reste dans un coin de ta tête en mode j'ai ce flux d'informations que j'ai pas traité. Grave. Et ça c'est horrible. Mais c'est comme fais un visio et fais rien à côté, tu vois. Ouais. Vraiment. C'est pour ça que j'aime bien faire mes visios en marchant. Tu vois, ça m'aide à être concentré, même dans des formations, tu vois, j'ai un petit vélo d'appartement et je fais déjà largement assez de sport dans la semaine pour pas avoir besoin de faire du vélo d'appartement. Mais par contre, ça m'aide à rester concentré si je fais une formation vidéo. Moi, c'est pareil. Genre, maintenant, en fait, souvent, quand on dit call ou visio, tu vois, je dis je préfère call. Et en fait, je mets les écouteurs et je vais marcher. Et du coup, je suis 100% concentré sur la personne. Tandis que pareil, visio, tac, les notifs, les trucs. Ah bon, là, c'est un peu moins intéressant. Je vais aller checker. Puis ton attention, elle se disperse. Puis là, tu te rends compte qu'il a dit un truc super important, mais tu l'as pas écouté. T'as juste la fin et tu dis putain, merde, de quoi il parlait là? Ça avait l'air intéressant. Ouais, exactement. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Mais c'est vraiment l'attention, c'est une vraie maladie, quoi. Et du coup, t'as 3 boîtes. Attends, avant d'aller là-dessus, je voulais juste terminer sur un point avec les breathwork et la visualisation d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des cas d'usage où tu es face à une problématique business, soit parce que tu as un problème concret, soit parce que tu cherches à maximiser ta créativité pour, je sais pas, écrire une page de vente ou créer une nouvelle vidéo, et où tu utilises ces outils de breathwork, de visualisation ou même de psychédélique? Alors psychédélique abusé. Et breathwork aussi. Et t'as un petit protocole, genre par exemple, je sais pas, tu dis psychédélique abusé, donc par exemple, tu sais que t'as protocole. Non mais tu te dis par exemple, j'ai telle problématique. Enfin, est-ce que t'as essayé de standardiser le truc pour que ça soit. En fait, la question, c'est comment est-ce que tu différencies l'utilisation passive de ces outils, c'est-à-dire par exemple, je fais confiance au souffle, il m'emmènera là où je veux. VS, je l'utilise dans un cas concret parce que j'ai tel objectif. Alors, c'est intéressant. En fait, tu vois, moi là depuis 2 ans. J'ai vraiment un raisonnement un peu sur... si tu as lu le bilan newsletter, tu sais, je parlais des 7 types de santé, tu vois, qui sont un peu pour moi un équilibre, tu vois, à savoir, si je me rappelle bien, tu as la santé physique, financière, mentale, spirituelle, sociale, familiale et amoureuse. Et donc, je vais te poser une question, tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que... Imaginons, chaque santé, c'est 1 à 10, ok? Enfin, 0 à 10. Donc, tu as soit 0 billes, soit 10 billes. Est-ce que tu penses que tous les êtres humains ont, par exemple, 35 billes, ce qui fait la moitié de 70, et qu'ils les répartissent comme ils veulent un peu partout? Ou est-ce que tu penses que tu peux acquérir des billes? Je pense que tu peux acquérir des billes, ne serait-ce que, tu vois, si je prends un exemple concret, sans forcément avoir cette segmentation, mais que ce soit lié à certains défis sportifs que j'ai, ou à ma capacité à travailler, à faire beaucoup de choses dans ma journée, je m'aperçois que ma baseline, elle était X, et que plus j'en fais, plus je suis capable d'en faire, et plus je suis efficace. Et donc, ce que je prenais pour être du 100%, en réalité, aujourd'hui, il y a du 10%. Si je prends l'exemple, par exemple, sur des ultra-trails, avant, mon plafond de verre, c'était 10 km, et j'ai l'impression que c'était un exploit. Maintenant, c'est 250 km. T'as fait 250 et 10 km, j'ai l'impression que c'est juste un petit footing de réveil, tu vois. T'as fait 250 Ouais, là, en Namibie, j'ai traversé le désert en autonomie.
Et pourtant, j'avais aucune prédisposition pour l'endurance. Pour être honnête, à l'école, je détestais ça et j'en faisais jamais. Tu vois, à la base, je suis plutôt, je pense que j'ai plus de prédisposition pour la musculation, pour l'endurance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus j'en fais, plus j'étais capable d'en faire. Je suis complètement d'accord. Et par rapport au travail, par rapport à la passion, par rapport à l'énergie le matin, enfin, j'ai constaté ça surtout, tu vois. Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des histoires de cercle vertueux montant ou de cercle vicieux descendant. Et tu vois, c'est un petit peu pareil. Par exemple, dans la notion de lien social, parce que là, dans tes différentes santé, il y avait santé familiale, amoureuse et Sociale pour moi, c'est sociale, amoureuse, et c'était quoi la troisième? Enfin, il y en avait trois liés au social. Familial, famille, amour et tout ce qui est Et amis, voilà, c'est ça. associés, etc. Et tu vois, quand tu étudies la neurophysiologie du lien social, en fait, c'est assez paradoxal, mais quelqu'un, par exemple, qui s'attend à avoir une relation tous les jours, donc par exemple, nous, on se voit tous les midis, et on se voit vraiment tous les midis, tu vois. Et ben, si un jour, on se voit plus le midi, ça va être beaucoup plus aversif pour moi, parce que je m'attendais à te voir, alors qu'on pourrait se dire, d'un point de vue rationnel, bah, j'ai déjà vu tous les jours avant, c'est pas grave, tu vois. Donc ça va être hyper aversif pour moi de pas te voir un jour. Mais par contre, après, si je ne vois plus pendant 2 semaines, ça va être très facile pour moi de plus te voir du tout. Et donc, tu vois, il y a une espèce d'effet d'emballement. Et c'est pareil avec le jeûne. Le jeûne, souvent, les 2-3 premiers jours, c'est les plus difficiles parce que ton corps s'attend à manger, etc. Puis après, à partir du 4e, 5e, 6e jour, tu penses presque, enfin, moins à la nourriture et tu pourrais jeûner un jour de plus sans que ce soit difficile. Et donc, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Si tu as l'habitude de faire jamais de sport, ben, tu vas faire une sortie, ça va être horrible. Et puis, au final, si tu as l'habitude d'en faire beaucoup, moi, j'en fais tous les jours. Voilà, je suis complètement d'accord. Donc, je pense qu'on peut maximiser le nombre de billes. Je suis complètement d'accord. Donc, réponse pour moi, c'est une évidence. Mais tu vois, en parlant avec des gens, tu as, je pense, 30% des personnes qui me disent non, on peut pas les maximiser. Et après, à chaque fois, bon, ces 30% des personnes sur les dénigrés, c'est des personnes qui vraiment, j'ai pas envie d'avoir leur vie, tu vois. Ils sont très, non, mais qui sont très, tu vois. Ils ont pas un mindset de croissance. Ouais, ils sont pas faibles d'esprit, mais ils sont pas du tout éveillés, tu vois, sur le potentiel de la vie, etc. Tu vois, donc ils sont là en mode, bah, en fait, j'ai une vie lambda, mais il faut que tu arrêtes de toujours en vouloir plus. Enfin, tu vois, les trucs un peu classiques. Et pour moi, en fait, là où c'est trop intéressant, c'est que, bah, si tu fais pas de sport et tu commences à en faire, bah, ta case sport, t'es à 0, puis tu vas monter petit à petit, etc. Et je pense qu'à par contre, l'objectif, c'est de trouver un équilibre, tu vois. C'est-à-dire que si t'es à 10 sur 10 en sport et que le reste, ça va pas, tu vois, tu seras pas équilibré. Moi, je le pilote un peu comme ça, tu vois, sur comment, parce que tu vois, je fais beaucoup de sport, mais je suis pas un sportif, athlète de haut niveau, quoi que ce soit, et c'est pas du tout ce que je cherche. C'est la notion de performance, d'être en bonne santé, tu vois, de satisfaction, etc. Et donc, en fait, par rapport à ça, c'est là où je suis parti un peu plus dans le spirituel, puisque sur les voyages, j'en ai fait 3, donc un par an. Le dernier était il y a 6 mois, tu vois. Et totalement par hasard, j'ai vu plein de trucs. Je trouvais ça, je suis totalement fasciné par tu vois, la capacité du cerveau à faire 12 000 fois plus qu'on le pense. Et j'avais eu beaucoup de choses sur tout ce qui était psychédélique, tu vois, MD, champi, LSD. Je prends pas du tout de drogue de base. Et je suis rentré en contact avec une chamane par rapport à une pote et tout. Et c'était un moment où, sur mes 2 boîtes, à l'époque j'en avais 2, c'était un peu compliqué. Et je m'étais séparé de mon ex avec qui on avait une relation un peu comme ça. Tu vois, on était restés 6 ans ensemble. Je me prends un peu tout d'un coup. Et c'était un truc très, très, tu vois, fast life, make money, tu vois. Donc, ça marche bien, mais je suis H24 à droite à gauche. Et la problématique principale, c'était comment je me remets un peu dans le moment présent et je vais chercher comprendre en introspection qui je suis au fond de moi et quelles sont les choses qui m'animent, tu vois. Et du coup, j'ai fait premier voyage MD et j'ai fait comme une montée de Kundalini, tu vois. Genre, j'ai pris raz-de-marée d'énergie. Cerveau, explosion blanche, j'ai senti mon corps, mais genre vraiment comme si j'avais 12 000 nœuds d'un coup, ça a fait chou. Attends, c'était la MDMA avec la chamane, avec la facilitatrice? Ouais. Donc c'était encadré quand même? Ah ouais, je fais toujours encadrer. Et donc, quoi, ça se passe comment? T'as de la musique et tout? C'est en 3 séances. T'as une première séance qui est un peu comme une séance de psy où pendant 1h30, 2 heures, elle te pose plein de questions sur ta vie et tu vas définir une intention principale et des intentions secondaires. Derrière, en fait, tu as le voyage. Donc, elle travaille avec soit de la MD, soit des champis, dans 90% des cas. Et par rapport à ça, tu définis une médecine, quoi. Et tu fais le voyage. Donc, tu prends le truc, tu fais un peu de respiration. Au bout d'une demi-heure, tu vois, à 1 heure, ça monte. Ton voyage, il va durer environ 6 heures. Tu dors là-bas. Le matin, quand ça finit, tu prends des fruits et tout, tu vois, parce que tu ne dois pas manger pendant la journée avant. Et 3 jours après, tu reviens et tu fais le débrief. Tu dis tout ce que toi, tu as vu, comment tu le ressens. Et elle te dit aussi par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'elle a interprété. Et après, pendant le voyage, elle te met plein de musique.
Donc des musiques un peu plus entraînantes, je sais pas, au violon, des trucs de tribu, elle peut jouer des instruments, elle te vient de parler, qu'est-ce que tu as vu, où t'en es, qu'est-ce que tu vois, pourquoi tu ressens ça, va chercher au fond de toi. Si tu pars dans la mauvaise direction, elle te dit ça, on s'en fout, retourne là-bas, tu vois. Et la première fois, moi, où j'ai fait le voyage, ça a pété d'un coup. Et en fait, j'ai vu mon cerveau comme un mécanisme d'horloge, comme ça. C'est énorme, je crois que les gens vont me prendre pour un fou. Et, euh, et en fait, j'arrivais à retourner dans n'importe quel souvenir de ma vie et à le revivre. Mais par exemple, je le vivais pas en POV. Là, si par exemple je revivais notre scène, bah, je me voyais moi en train de te parler, mais moi j'étais la personne consciente. Elle était, tu vois, dans un coin en l'air dans la pièce, en train de comprendre. Et en fait, ça m'a ramené tout le subconscient, tu vois. Donc c'est vraiment le subconscient, ça a pris le contrôle de tout. Donc vraiment, j'étais limitless, hein, tu vois. Genre, je rentrais dans un souvenir, boum, compris. Et de là, j'ai compris tout ce que je devais faire sur mes boîtes. Et en vrai, 2 ou 3 mois après, tout était résolu. Enfin, du moins, on avait résolu toutes nos problématiques à court terme. Par rapport même à mon ex, j'ai compris tout ce qui allait pas, tous les trucs où moi j'avais abusé, elle ou elle avait abusé, etc. Parce qu'en vrai, on était, tu vois, on dirait à 50-50 dans la relation qui allait pas. Et j'ai surtout en fait compris que bah, c'était pas une personne faite pour moi d'un point de vue relation, tu vois. Et par rapport à ça, même le niveau de détente que j'ai activé, tu vois, je pense avant quand je faisais des breathwork, j'étais à un max à Hmm. 5 sur 10. Là, à partir de ce moment-là, j'ai été, je pense, en constant à limite 5 sur 10. J'ai plus jamais été stressé. J'ai des petits pics de stress, mais genre, je suis passé d'un truc en mode, ok, en vrai, mes business, en vrai, au fond, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est plus un kiff. Et c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que si ça crache ou quoi que ce soit, franchement, je m'en fous parce que je sais que je referai autre chose. Donc, je suis plus dans un truc de plaisir. Mais à partir de ce moment-là, j'étais plus sur mon tel le soir. Quand je travaille, mais j'ai plus aucun problème, même, tu vois, quand je pars en vacances avec mes potes, à déconnecter et à plus penser. Bon, t'as toujours des petites phases où des fois, t'es sur ton WhatsApp pour gérer un truc, mais je suis beaucoup plus dissocié de tout ça et j'arrive beaucoup plus à être dans le moment présent et tout. Donc ça, j'ai eu un vrai gap, tu vois. Et après, j'avais refait MD une fois où là, c'était moins puissant. Mais par contre, j'ai eu des visions. J'ai eu 4 visions assez folles sur des choses que je voyais venir. Et sur les 4, il y en a 2 qui se sont réalisées. Une 5 mois après, une 1 an après. Mais qui sont vraiment en mode. J'ai vu, comme tu sais, quand tu prends une photo à l'iPhone, tu sais, quand tu appuies sur le doigt, là, il y a 3 secondes où ça bouge, tu vois. Hmm. J'en ai vu 4 comme ça. Et donc, il y en a 2 qui se sont réalisés et 2 autres qui sont, je pense, un peu plus futuristes parce que c'était des trucs en mode de femme, enfant, etc. Tu vois, donc j'ai pas d'enfant encore. Et après, j'ai fait Champi. Et après, j'ai fait Champi là en août. Là, c'était vénère. Et là, c'était vénère. C'était bien compliqué à vivre, mais très utile. Parce que pour le coup, bah, Champi, c'est un peu plus sombre. Tu vois, dans le truc MD, t'as un truc un peu euphorique, Ouais. etc. Le Champi, on peut le voir un peu comme un allié qui vient t'aider, mais qui du coup vient te ramener tous tes traumas et toutes les choses que tu veux éviter en pleine tête, tu vois. Donc c'est comme si tu voulais, je sais pas, tu t'es jamais battu de ta vie, tu vas apprendre à te battre et au lieu d'avoir un coach qui te dit attends, fais gaffe à ta garde, tu te retrouves avec un gars qui commence à te mettre des grosses patates. Donc là, j'ai fait un voyage abusé, mais super, super instructif, tu vois. Je suis super content de l'avoir fait. J'ai arrêté de me ronger les ongles du jour au lendemain après avoir fait les champis. Et alors que c'était un truc que j'avais depuis petit et j'étais pas allé par rapport à ça. Mais l'intention, c'était comment je peux réussir à contrôler mes addictions. Tu vois, j'ai pas d'addiction de fou, mais je savais que j'avais des trucs. Tout le monde a des trucs un peu enfouis. Tu vois, par exemple, se ronger les ongles, c'est une addiction. Et aussi exprimer mes émotions, tu vois. J'étais dans un truc un peu dans un vide émotionnel depuis 2 ans, tu vois. Où ça n'empêche pas que je kiffais, enfin, plus d'un point de vue, tu vois, sentiment amoureux, etc. Parce que sinon, sur le reste, tout allait bien. Et j'ai compris 12 milliards de choses, tu vois. C'est pour ça que là, je retourne vivre à Nice, parce que je l'ai vu en mode, faut que je retourne vivre à Nice. J'ai compris plein de choses sur moi, mon entourage, etc. Et tu vois, j'ai fait les champis fin août. Et de là, j'étais dans un truc, tu vois, où je kiffais vachement, on va dire, des relations très ponctuelles, tu vois, avec des personnes, avec des filles et tout. Et j'ai coupé tous les trucs et je me suis vachement concentré sur, ok, vas-y, pose-toi, etc. Coupé tous les trucs un peu toxiques. Et j'ai rencontré là, ma copine il y a 3 mois où ça se passe, enfin, genre jamais eu une meuf où ça se passait aussi bien, tu vois. Et tout est venu un peu à moi naturellement de par les choses que j'avais vues, les changements que j'avais décidé de couper et d'appliquer, etc. Tu vois.
Et encore une fois, est-ce que c'est par rapport à ça ou pas? Je sais pas, mais la résultante est que, tu vois, il se passe des trucs bien, tu vois. Tu sais, j'ai l'impression que on utilise le mot conscience, exploration de la conscience, conscience élargie, etc., pour identifier quelque chose dont on sait qu'on parle, mais que personne ne sait vraiment définir. Et en fait, la conscience, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et j'ai l'impression que tous ces outils, que ce soit le breathwork, la psilocybine, l'ayahuasca, mais aussi le fait de vivre des expériences un peu, enfin tu vois, moi, l'alpinisme, des ultra-trails ou ce genre de choses, tout ça, en fait, c'est comme si à chaque fois, ça m'emmenait dans cette espèce de terrain, de terre vierge, tu vois, un peu comme dans les Thanatonautes de Weber, où tu vas à chaque fois explorer. Et donc maintenant que je connais le chemin, parce que tu disais, oui, maintenant, mes niveaux dans les breathwork sont plus élevés. Ouais. Et moi, je ressens des choses incroyables pendant les breathwork. Et parfois, je les ai partagés avec des gens qui ont jamais pris de psylo ou ce genre de choses et qui n'arrivent pas à atteindre ces états-là. Donc peut-être qu'il y a une moins bonne maîtrise de l'acte respiratoire, mais je pense que j'ai aussi ouvert je connais un chemin, si tu veux, pour m'y rendre. Exactement. Mais à chaque fois, je vais aller voir une parcelle différente, tu vois. À chaque fois, je vais découvrir quelque chose de nouveau. Et pas forcément en utilisant des substances exogènes, hein. Comme je le disais, ça peut venir dans des ultra-trails, etc. Et quelque part, tout ça, ça m'aide à comprendre ma nature profonde. Et en connaissant ta nature profonde, ben, tu sais comment tu as envie d'interagir avec les autres, tu sais ce qui est important pour toi, tu sais qui est important pour toi. Exactement. En fait, le fait de comprendre ta personnalité, ça te permet aussi de faire évoluer ton environnement. Et ton environnement, c'est les personnes que tu côtoies, mais c'est aussi, tu vois, tu disais tout à l'heure que dans ton boulot, tu essayais, que ce soit un jeu, de choisir des tâches qui t'évanouissent, etc. Ben, en fait, tout ça, si tu veux vraiment avoir une vie qui est fitness dans le sens bien adapté à ta personnalité, il faut d'abord te connaître. Et donc, au final, c'est des outils d'exploration personnelle. Exactement. Et après, là, tu disais que pour toi, la psylo, c'était un voyage qui te confronte. Après, c'est pas toujours le cas, tu vois. Moi, j'ai des expériences avec des champis qui étaient très, très positives, avec une hyper connexion à mes sens. En fait, j'ai l'impression que ce soit l'aya ou les champis, même si je trouve que c'est des effets complètement différents, l'aya, je la trouvais plus introspective et les champis plus... extéroceptif. Je pense que ça descend un peu le seuil laminaire de ton mental qui est contrôlant, pour te permettre d'être beaucoup plus ouvert et d'être un réceptacle, soit à des choses enfouies à l'intérieur de toi, soit à ton environnement et à tes sens. Et tu vois, par exemple, moi j'ai des expériences de psylo où je ressentais beaucoup plus l'oxygène, la douceur de l'air dans mes narines, le grain de la voix d'une musique, les saveurs d'une mangue ou de ce genre de choses. Et en fait, ça a renforcé des voies neuronales, des voies synaptiques dans mon cerveau, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu parlais de moment présent tout à l'heure, eh ben, j'ai une pleine conscience, en fait, au quotidien, qui est probablement pas aussi bonne que enfin, si on peut faire un classement, que des grands méditants, mais en tout cas bien meilleure que celle que j'avais avant, parce que voilà, je suis beaucoup plus conscient de mon... Non, mais je suis complètement d'accord. Et je pense que ça t'emmène dans des états de bien-être, parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai quasiment zéro pensée négative, tu vois, tout au long de la journée. Et quand j'en ai, je me dis, ok, pose-toi, essaye de comprendre qu'est-ce qui va pas et résous les trucs, tu vois, c'est pas normal pour moi d'en avoir. Et je pense qu'après aussi, tu as le fait que ces expériences-là, c'est pas des remèdes miracles, tu vois, parce que moi, j'ai plein de potes qui sont allés depuis, tu vois, les associés, j'ai même emmené ma mère le faire, tu vois. Ah, génial. Et en fait, tout le monde, franchement, quasiment tout le temps, trouve l'expérience incroyable. Mais le truc, c'est que si après, t'es pas prêt à travailler sur ça, parce qu'en fait, pour moi, encore une fois, ça te donne une direction à prendre et des indications. Mais si derrière, tu reprends toutes tes mauvaises habitudes, etc., automatiquement, les changements, ils vont être minimes, tu vois. Donc, je pense que là aussi, c'est un truc où il faut une certaine forme de rigueur et de discipline en se disant, OK, là, j'ai vu qu'il y avait ça qui allait pas. Comment t'as le courage je sais pas, d'avoir des conversations avec des personnes que t'as pas fait, comment t'as le courage de mettre en place des changements, comment t'as le courage de stopper des relations, tu vois. C'est vraiment mettre en place des changements dans ta vie, continuer, je trouve, ces trucs de, tu vois, le fait, moi, de faire du breathwork, etc., ça me permet de maintenir ces états, tu vois. Et ouais, moi, les champions, en fait, j'ai l'impression que le voyage, il a duré 2000 ans en temporalité. Et c'est vrai que la temporalité, elle est complètement métamorphosée. Et en gros, j'étais dans un truc où j'échangeais, tu vois, avec toutes ces entités qui étaient des... À chaque fois, je savais que c'était des champignons, mais ils pouvaient avoir une forme humaine, plante, extraterrestre, quoi que ce soit. Et dès le début, je me suis vu partir dans l'espace et je me suis vu mourir, mais c'était trop stylé, j'étais en chill total. Et de là, en fait, quand tu parles, tu sais, moi, j'ai un peu plus de mal encore une fois, à matérialiser ça, mais tu sais, les personnes dans tout ça, ils te parlent de vie antérieure, etc. Et je me suis vu, tu vois, en fait, me réveiller dans le désert et il y avait un cactus qui me disait, mec, en gros, le désert, c'est tes émotions et il faut venir remettre de la vie.
Et en fait, j'étais là en mode, ok, vas-y, go, comment on fait? Et il me disait, mec, c'est toi qui dois trouver les réponses au fond de toi. Sauf qu'en fait, il commence à me dire, bah, tant que t'as pas trouvé, on bouge pas. Mais quand t'es sous champi et qu'il te dit on bouge pas, ça bouge pas pendant 8 ans, tu vois. Et donc, en fait, je me suis retrouvé, j'étais gladiateur chez les Romains, après, j'étais en Égypte chez les pharaons, j'étais chez les Mayas. Je suis parti à un moment donné, je me suis retrouvé isolé dans une capsule dans l'espace. J'ai l'impression que ça durait 100 ans. À un moment donné, je pensais que tous mes potes, ma famille et tout, ils étaient morts. Tellement de vieillesse, tu vois, ça avait duré longtemps. Et bah là, tu vois, pour le coup, heureusement que la chamane est là, parce qu'à chaque fois, tu sais, je l'appelle à l'aide, etc. En mode, putain, je suis bloqué et tout. Parce que tu sais qu'elle est là, mais d'un autre côté, t'es vraiment dans un monde parallèle. Et là, tu vois, contrairement aux expériences MD, où je pouvais penser à moi, mon pro, mon perso, etc. Là, j'étais sur des siècles différents, en mode comment je reviens à ma vraie vie, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un jeu vidéo. À chaque fois, j'avais des quêtes. Et dès que j'arrive à résoudre le truc, c'est comme si tu avais un petit truc là dans Mario qui faisait winner, tu sais, et tu passais à l'étape d'après. Mais c'était interminable. Et c'est pour ça qu'en fait, la longueur de l'expérience a été super dure à vivre. Mais après, dedans, il s'est passé plein de trucs de fou, tu vois. Et en vrai, je suis trop content de l'avoir fait. Mais pour le coup, là, si on me dit tu refais la même chose, je suis pas prêt à y retourner. Je pense que je le referai, mais d'une façon différente, tu vois. Ouais, bah ça, je peux comprendre aussi. Et puis après, je pense que c'est ça aussi qu'il y ait une certaine temporalité. Tu vois, moi, que ce soit l'Aya, la Psylo, ou j'ai fait aussi le Bouffo. Ah, t'as fait Bouffo? Ouais, Oh. et c'est le Bouffo, par exemple, c'est l'expérience la plus forte et traumatisante que j'ai eue. Et j'ai trouvé, je suis très très content de l'avoir fait, mais c'est pareil, je suis pas prêt à la refaire alors que ça fait Ouais. déjà 3 ans, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et donc, Ah, les petits. voilà, et tu vois, je pense qu'il y a des choses peut-être, t'es peut-être fait pour le faire qu'une seule fois, et puis peut-être que d'autres, ça t'appelle à différents moments. Tu vois, par exemple, l'AIA, ben, peut-être que là, je l'ai fait il y a 3 ans, ça m'a aidé à plein de choses. Tu vois, je m'étais construit une armure de fer blanc et ça m'a permis de la fissurer, de me réconcilier avec mon enfant intérieur et ça a changé ma vie vraiment. Donc il y a eu un avant et un après. Ça a vraiment été fondateur dans mon épanouissement personnel. Et après, j'ai pas ressenti le besoin d'y retourner. Et puis peut-être que là, cette année ou l'année prochaine, j'aurai envie, tu vois. Ah non, mais Donc je pense qu'il carrément. faut aussi avoir la sagesse d'écouter ça. Et voilà, ça reste un outil, tu vois. C'est un peu comme une loupe ou quelque chose comme ça, tu Exactement. vois. Et c'est pas quelque chose à forcément systématiser. Ah non, je suis complètement d'accord. Mais d'autant plus que, tu vois, moi, mon expérience sur Champi, elle a été vachement, vachement, vachement sur tout le côté un peu plus énergie féminine, ressenti, etc. Sachant que d'habitude, je suis très, 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 tu vois, masculine dans l'action et tout, tu vois. Donc, ça m'a apporté plein de réponses. Et pour le coup, en fait, en vrai, franchement, je pense que c'est comme quand tu fais du sport ou quoi que ce soit. Tu es obligé de passer sur des phases de souffrance pour progresser et apprendre sur toi. Et dans ces travails-là, il y a des phases qui sont des fois désagréables. Hmm. Mais je pense que c'est. Moi, tu vois, je suis. Enfin, je trouve. En fait, à chaque fois, même quand c'est désagréable, tu apprends plein de choses sur toi. Et Hmm. aujourd'hui, en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans à avoir fait ça, déjà, j'ai appris à me connaître plus qu'en 28 ans avant, tu vois. Et à côté de ça, je me connais quand même. Et toi, je pense que c'est pareil, beaucoup, beaucoup plus que 99% des gens, tu vois. Où je trouve que, bon, de toute façon, le niveau, là, en ce moment, il y a tout le monde qui est en dépression, tu vois. Mais je trouve que ça t'apporte tellement, tellement de réponses et ça te montre un peu la qu'est-ce qui t'anime, c'est fou, tu vois. Et c'est amusant parce que tu dis, ouais, c'est potentiellement inconfortable, mais c'est une bonne chose que ça le soit. Et j'ai parlé là, il y a pas longtemps, avec Anthony Met, qui est docteur en psychologie et qui est un préparateur mental très connu dans le milieu sportif. Et il me disait que quelque part, la meilleure façon de gérer le stress, ben, c'était de s'entraîner à le gérer. Et comment tu t'entraînes à le gérer? Ben, Non, en te du stress, confrontant, en te totalement. confrontant au stress. Donc en fait, t'as aucun. Parce que tu sais, parfois, tu cherches des hacks pour gérer le stress, la respiration carrée, la méditation, machin, etc. En réalité, c'est pas ça le plus efficace. Le plus efficace, c'est de te confronter au stress et Non, petit à non, mais petit, bah, t'apprends à le totalement. gérer. Mais donc, ça veut dire que le processus, il est lié à de l'inconfort. Et j'aimais bien ton parallèle avec le sport. Et d'ailleurs, tu disais que là, bah, t'en ressentais presque plus. Et je trouve que c'est intéressant aussi de différencier peut-être le stress aigu du stress chronique. Et tu vois, j'imagine que peut-être. Je sais pas si demain tu as un challenge professionnel ou personnel, je sais pas, tu fais une conférence TED par exemple, et puis tu polarises beaucoup ça parce que c'est important pour toi, ben, tu vas probablement ressentir du stress avant de monter sur scène. Et c'est normal, et ça, c'est un bon stress.
le stress qui est plus négatif, bon, il y a évidemment le stress chronique tel qu'on te connaît d'habitude, mais moi, celui que je trouve le plus pernicieux, c'est celui qui t'empêche de vivre. Tu vois, tu disais tout à l'heure, maintenant, je me sens libéré vis-à-vis de mes business, je vois ça comme un jeu, et s'il y en a un qui s'écrase, c'est OK, je sais que je pourrais faire autre chose. C'est génial parce qu'on a tendance à polariser les conséquences de nos décisions, de nos choix et de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire, si mon business il se casse la gueule ou si je quitte mon emploi pour, tu parlais tout à l'heure de se lancer comme solopreneur et de faire le tour du monde, on polarise les risques. C'est-à-dire, si jamais ça se pète la gueule ou si jamais je ne retrouve pas de boulot après, etc., ma vie, elle est finie. Et tu as l'impression, dans ta projection future, que c'est un énorme point noir et qu'après, il n'y aura plus rien, tu vois. Alors qu'en réalité, quand tu vois ce type d'événements avec du recul parce que tu les as déjà dépassés, c'est juste un battement de cils dans l'histoire de ta vie. Et donc, la façon dont tu polarises les choses et ta vision de ces décisions et du stress peut t'empêcher de prendre des décisions majeures dans ta vie qui potentiellement pourraient te permettre d'être beaucoup plus heureux, simplement, justement par peur. Et je pense que c'est ce stress-là qu'il faut vraiment dynamiter. Ouais, et je pense qu'encore une fois, ça passe par faire des choses parce que tu vois, moi, je sais que aujourd'hui, tu vois, si demain je fais faillite, franchement, je m'en fous totalement parce que déjà, je pense que j'ai vachement misé sur les connaissances que j'avais dans mon cerveau, donc je sais que mon cerveau va être capable de ressortir des business. Et à côté de ça, j'ai aussi le confort tu vois, je gagne bien plus que ce dont j'ai besoin pour vivre. Et je sais que si demain mes business crachent, j'ai investi, etc. J'ai une sécurité. Je pense que moi, typiquement, j'étais beaucoup plus anxieux sur ça. Et après, chacun réagit différemment. Mais le fait de me dire, si ça va mal, t'es pas à la rue, etc. Tu vois, je suis là en mode, bon, ouais, au pire, si ça va mal, quelques années tranquilles, tu trouves largement. Et donc, en fait, moi, le plus gros stress, c'est de me dire comment je vais. En fait, c'est plutôt si j'ai envie de faire quelque chose, de pas le faire, tu vois. D'avoir ce truc de regret. Parce qu'en vrai, franchement, je pense aucun regret, tu vois, à date, parce que j'ai fait plein de choses. Bien évidemment, il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, etc. Mais ça t'apprend des trucs. Et en fait, quand j'ai une idée, j'ai envie d'aller au bout. Et je trouve que toutes ces médecines-là, moi, ça m'a énormément. Pour moi, je le vois vraiment comme ton cerveau, c'est une piste de ski en fin de journée. Et sur une expérience, ça remet tout à zéro. Et les traces de ski, c'était croyances, c'était connexions neuronales, etc. Tu vois, je peux pas arrêter de fumer, je sais pas, j'ai pas confiance en moi, je suis pas fort dans ci. Et là, tu viens tout cleaner. En fait, tu recrées des chemins. Et moi, ça m'a fait recréer plein de chemins. Ça m'a fait modifier plein de pensées que j'avais dans le bon sens. Et tu vois, même l'expérience sous champi, c'était vachement axé sur le truc. Le ressenti, s'ouvrir à une personne, etc. Parce que tu es dans un truc où ça faisait pas 2 ans et demi depuis que j'étais plus avec mon ex, où tu vois, en vrai, je profitais, mais j'ai pas du tout de mal à rencontrer des personnes et tout. Mais t'es dans un truc de un peu, tu peux rencontrer qui tu veux, quand tu veux, etc. Mais il y avait pas de profondeur dans la relation. Et moi, j'étais pas du tout prêt à m'ouvrir parce que les personnes, j'étais pas aligné, tu vois. Et le fait que, tu vois, avec les champis, tu te poses sur ça, etc. Et tu vois, 2 mois après, je rencontre une personne où en l'espace de 2 semaines, tout est hyper fluide, t'arrives à t'ouvrir naturellement, etc. Je pense que c'est des choses où, si j'ai pas travaillé sur moi avant, je serais resté dans une dynamique un peu négative, tu vois. Et le fait qu'au plus je fais des trucs comme ça, au plus ma santé va bien, au plus, tu vois, là, mon couple va bien, au plus mes relations avec mes amis, ma famille va bien, au plus mes business vont bien. Donc c'est le truc, justement, tu disais du cercle vertueux, où tu rentres dans une dynamique positive et il t'arrive que des trucs de fou, tu vois. Ouais, je partage totalement cet avis. Et tout à l'heure, tu sais, je te demandais si tu avais expérimenté ça sous forme un peu plus protocolaire pour répondre à des problématiques business. En fait, l'idée sous-jacente, c'est que moi, tu vois, si je suis face à une problématique pour une de mes boîtes, je vais avoir tendance à me nourrir d'énormément d'informations. Donc, discuter avec des gens, lire, écouter des podcasts, lire, enfin voilà. Et en fait, je me nourris de toutes ces informations sans essayer de les contrôler, sans essayer d'avoir une réponse ou d'en faire quelque chose. Juste, je me baigne dedans, tu vois. Et ensuite, je laisse le temps à ces informations d'être digérées, de métaboliser. Ouais. Et c'est là où je te parlais des marches créatives, où je vais aller marcher. Et en fait, tout ça, j'ai des connaissances conscientes et inconscientes, mais j'ai pas cherché à les connecter et tout. Mon cerveau, il va tout seul faire les liens et je reviens et paf, j'ai une vision claire de ce qu'il faut faire. Le truc est parfait, quoi. Et donc ça, c'est un protocole, tu vois, qui permet, je trouve, de répondre de façon efficiente à des problématiques complexes. Après, je me dis, tu vois, bon, quand tu prends une dose normale de champi, eh ben, clairement, t'es pas dans un état de disposition qui te permet de réfléchir de façon très précise à un problème business. Mais par contre, si tu prends une demi-dose, eh ben, potentiellement, ça peut connecter des aires cérébrales, etc., différentes, ouvrir une forme de créativité. Et donc, quand je parlais de protocole, je me dis,
tu vois, tu as telle problématique, etc. Tu les notes, machin, sur un papier. Et puis là, tu te dis, OK, je prends 2,5 grammes. Je me fais 4 cycles de respiration Wim le temps que ça monte. Et puis, je me pose dans un endroit inspirant avec ma feuille et mon crayon. Et là, voilà, je vois ce qui arrive. Et je l'ai pas fait, je l'ai pas testé. Mais c'est un truc qui m'intéresse. Ouais, potentiellement de fou. Bah là, ce soir, je vais me faire une séance. Justement. C'est vrai, en plus, ça fait 6 mois que j'ai plus rien fait. Dans 5 mois, du coup. Je vais me faire une séance, j'ai jamais fait, du râpé à la DMT. Tu vois le râpé? Bah, le râpé, ouais. Mais donc, le râpé, donc, c'est ce tabac qu'on te souffle dans le nez. Pareil, ça, moi, j'en ai fait. Et ils mettent de la DMT, comment synthétisé dedans, okay. ouais. Je savais même pas qu'il y avait des DMT comme ça. Après, c'est super léger. Donc, pour la parenthèse, donc la DMT, c'est le principe actif qu'on a justement, notamment dans l'ayahuasca. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai fait plusieurs sessions de râpé, etc. Mais tu sais, c'est super léger. Enfin, c'est très léger, ça dure 1 heure. Et moi, ça m'a vachement, pareil, libéré un peu le côté apaisement, tu vois, chill et tout. Et ouais, là, ce soir, je fais microdosing MD avec râpé à la DMT. Qui, apparemment, va un peu dans l'espace. T'as déjà testé le microdosing tout court? De champi? De champi, de LSD, de... Champi, j'ai fait des cures, là, tu sais, avec des petits trucs. C'est bien, après, ça... Bon, c'est pas pareil que des... Moi, j'ai testé aussi, j'ai pas trouvé que ça faisait grand-chose. T'as un petit effet relaxant, mais c'est sûr que c'est super léger. Pour moi, c'est un peu au-dessus du complément alimentaire, quoi, tu vois. Ok. Et non, et là, bah écoute, je te dirais ouais, ce que ça va donner. Hâte d'avoir ton feedback. Tu parlais des différents niveaux de santé. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, parce que tu disais, pour moi, la chose la plus importante dans les priorités par rapport à mon business, etc., c'est ma santé. Et je parlais ce matin avec Anthony Berthoud, qui est très connu en nutrition et dans le milieu du sport, etc. Et puis il me disait, avant de parler de nutrition sportive, il faut déjà être en bonne santé. En fait, pour performer dans le sport, la base, c'est d'être en bonne santé. Et le reste, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et je pense que dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, si tu veux exprimer ton plein potentiel, la base, le socle de tout ça, c'est d'abord d'être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est pas seulement une responsabilité pour vivre plus longtemps, c'est aussi une façon d'avoir une énergie saine et une bonne gestion de tes émotions et une vision claire qui te permet d'être simplement un bon humain. Parenthèse mise à part, tu parlais des différents niveaux de santé, justement, et donc on a pas mal exploré la santé spirituelle avec la respiration, la visualisation, les psychédéliques, etc. Est-ce que tu as 1, 2, 3 hacks, actions que tu as mis en place pour les autres sphères et qui t'ont permis justement de maximiser le nombre de billes que tu pouvais mettre dedans? Ouais. Bah, alors, sur toute la partie sociale, etc., c'est déjà couper les relations avec les gens qui te tirent vers le bas. Hein. C'est un peu une banalité, mais... C'est une banalité, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Exactement. Donc, voilà. Franchement, santé... sur la partie même santé physique tout court, bah, c'est déjà de se mettre au sport. Tu vois, mon frère, par exemple, il y a plein de personnes qui le contactent à chaque fois pour quel type de complément alimentaire, etc. je prends. Mais quand tu vois que la personne, elle n'est pas capable de manger correctement, qu'elle se couche à 2 heures du mat, qu'elle est 8 heures par jour sur les écrans, qu'elle fume et qu'elle boit quasiment tous les jours, au bout d'un moment, ça sert à rien de prendre des compléments, tu vois, si t'es pas capable de respecter les principes de base. Donc je pense que c'est vraiment des trucs classiques, mais faire du sport, tu vois, déjà, premièrement, régulièrement. Et après, tu vois, moi, j'ai un coach là depuis 1 an et demi. En vrai, je fais beaucoup de sport depuis que je suis tout petit, tu vois. Mais là, j'avais vraiment envie de... C'est un peu comme si tu as la sculpture et tu vois, tu viens un peu tailler, tu vois. Et donc, ça m'a grave aidé sur comprendre comment je pouvais avoir plus de résultats en m'entraînant moins, en mettant plus d'intensité, sur la partie alimentation, etc. Quel type de produits je pouvais manger, comment en plus de regarder tout ce qu'il y avait d'un point de vue macronutriments, tu rentrais dans les micronutriments. C'est pour ça que d'ailleurs, tes steaks sont très bien. Et du coup, je pense que ça serait vraiment, tu vois, franchement, si tu fais pas de sport, bah, c'est une aberration, tu vois. Mets-toi à faire du sport et faisant peut-être 2-3 fois par semaine au début plutôt que comme tous les gens qui se mettent en janvier à en faire 5 fois par semaine et qui au bout de 3 semaines, 1 mois, ils arrêtent. Coupe les relations négatives. Et j'irai aussi parler avec beaucoup, beaucoup de gens par rapport à ce que tu veux faire dans la vie. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça me paraît une évidence, mais personne ne le fait. C'est-à-dire, imaginons, tu as un job là et tu sais pas, tu as envie de changer, etc. Tu as des pistes, tu veux te reconvertir, bah, va parler à toutes les personnes dans ce milieu-là. Moi, quand j'étais étudiant,
Et que vraiment, bah, les études, franchement, j'ai trouvé que ça m'avait servi à rien à part à faire des soirées, voyager. Et je pense que tu as ce côté un peu adaptation en société, vu que les assos, etc., c'est un peu la jungle, tu vois, et ça te développe un peu des soft skills, je pense, sur le fait de faire des études de cas pour des marques. Mais sinon, genre, je trouvais ça, enfin, ça m'intéressait pas du tout. Tu vois, d'un point de vue, j'ai adoré, tu vois, le collège, lycée, parce que t'es les potes et tout, c'était les premières sorties. Mais sinon, d'un point de vue cours, c'était une aberration, tu vois. Et je trouve ça dommage et pour moi, le gros de l'éducation aujourd'hui, c'est en ligne que tu vas aller chercher, tu vois. Et du coup, j'ai eu ce truc de, bah, quand j'étais à Schema, que je commençais à chercher les premiers stages, je me suis dit, bon, là, j'ai vraiment pas envie de finir dans une voie où ça me plaît pas. Donc, j'ai appelé tout le monde. J'allais chercher en ligne les métiers, chef de projet, chef de produit, traffic manager, contrôleur de gestion. Je regardais les définitions, je disais, ça a l'air intéressant. Je demandais à un tel, bah, tu connais des gens dedans. Je demandais à mon père, t'as pas des potes qui font ça? Boum, je les ai appelés, je dis, c'est quoi ton métier? Et en fait, j'ai fait un benchmark des métiers, des gens ce qu'ils faisaient, pour en fait comprendre si ça leur plaisait, si ça gagnait bien de l'argent, parce que c'était quand même aussi une condition, si tu avais de la liberté, etc. Et en fait, au plus tu échanges avec des gens, et pour moi, c'est une banalité, c'est-à-dire que si tu veux entreprendre, va parler à des entrepreneurs. Ils ont déjà fait tout ce que tu vas faire, tu vois. Si demain je veux devenir, je sais pas, nageur pro, je vais aller parler à des gens qui sont déjà pas. Tu vois, si demain je veux faire un ultra trail, je vais parler à des mecs comme toi, à d'autres, pour dire, bah, ok, qu'est-ce que ça implique de préparation? Est-ce que mentalement c'est chaud? Est-ce que ça demande beaucoup de sacrifices? Tout ce que tu veux, pour voir si déjà j'ai vraiment envie de le faire au fond de moi, puis après pour avoir toutes les cartes en main pour enclencher, tu vois. C'est hyper puissant ce que tu dis. Je pense que le fait de poser des questions, c'est le hack le plus puissant et le plus sous-coté. Tu vois, moi j'ai toujours été entrepreneur et pas mal dans le milieu, un moment dans l'influence marketing, mais dans les médias, la publicité, etc. Et je te parlais plutôt, je mentionnais le fait que quand j'ai commencé à découvrir cette exploration du potentiel humain, j'avais l'impression d'être un gosse à Noël et je trouvais ça passionnant et merveilleux. Et il y a une petite voix au fond de moi qui me disait j'aimerais bien entreprendre là-dedans un jour. Ouais. Mais je connaissais rien, tu vois, j'étais personne, j'avais aucune connaissance. Et par contre, je voyais plein d'opportunités dans le monde des médias et de la publicité parce que c'était un endroit que je connaissais hyper bien. Mais des opportunités que j'avais pas envie d'explorer parce que ça correspondait plus à ma passion. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, c'est pas la seule, mais je me suis dit, l'une des meilleures façons de pouvoir voir des opportunités un jour dans ce milieu qui me passionne, c'est en rencontrant des gens et en mettant un pied dedans, etc. Tu vois. Et là, tu vois, quand j'ai lancé Féroce, c'est pareil, je connaissais rien à l'e-commerce. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré des gens qui faisaient de l'e-commerce. J'ai parlé avec toi, par exemple. Tu m'as donné des conseils, etc. J'ai posé plein de questions. Je connaissais rien au monde de l'agriculture. J'ai été mettre des bottes. J'ai rencontré des agriculteurs. J'ai travaillé avec eux. J'ai vu quel était leur quotidien, quelles étaient leurs problématiques, à quoi ils pensaient, etc. Pourquoi ils prenaient telle ou telle décision, comment ils valorisaient leurs bêtes, pourquoi est-ce qu'ils se faisaient labelliser ou pas, etc. Tu vois. Ensuite, j'ai dû ouvrir mon local de logistique. Je connaissais rien à la logistique. J'ai dû ouvrir un entrepôt, dimensionner une chambre froide et tout. J'ai appelé des restaurateurs en leur demandant quelle quantité est-ce que vous arrivez à mettre dans votre chambre froide et quelle taille elle fait, etc. pour avoir une idée de quelle taille j'avais besoin pour stocker 2 tonnes de viande. Et en fait, je pense que on a peur de poser des questions parce que ça montre notre ignorance et on a l'impression que si on n'est pas un sachant et qu'on n'est pas hyper bon en tout, l'autre va nous considérer comme une merde et en termes de représentation sociale, c'est pas acceptable. Et le problème, c'est que ça nous condamne à l'ignorance. Parce que parfois, tu vois, tu vas me parler de quelque chose, par exemple, d'un concept et tout, en partant du principe que je le sais. Et moi, je vais avoir honte de te dire, non, mais attends, c'est quoi ça? Je connais pas. Ah, non, mais... et donc, je vais faire genre, j'ai compris. Alors que j'ai rien compris du tout. J'aurais pu bénéficier de ton expérience. Et peut-être que c'est cette petite information qui aurait build up mon business et m'aurait permis de tout changer. Mais simplement par fierté et par ego, je vais pas oser te poser la question et je vais faire semblant de savoir. Pour moi, ça, c'est le red flag numéro 1 d'une personne. C'est que la personne, c'est un monsieur ou madame, je sais tout. Tu sais que vraiment, il y a rien qui va dans sa vie, quoi. J'adore. Non, mais vraiment, moi, je peux pas fréquenter une personne comme ça. Je trouve que au plus tu vieillis, au plus les gens deviennent matures et acceptent, tu vois, parce que moi aussi, quand j'étais au collège, je faisais genre, je savais des trucs, alors que non, tu vois, quand tu commences à devenir mature, enfin, les personnes qui font genre, et c'est des mythos, là, tu vois, genre, il y en a encore, hein, qui te font genre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou ah oui, je sais, alors qu'en fait, ils savent rien. Je trouve c'est hallucinant, tu vois. Et c'est des personnes en fait qui sont pas capables de se remettre en question et qui n'évoluent pas, qui sont pas du tout éveillées et en vrai quand tu vois leur vie, honnêtement, il y a plein de choses qui vont pas, tu vois directement. Et je pense qu'un autre truc aussi, un deuxième red flag, c'est les personnes qui se plaignent, tu vois. Et je pense que moi j'ai une règle par rapport à ça, c'est que j'ai jamais de non-dit. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs que tu dis que tu n'oses pas demander. Moi, si j'ai envie de faire un truc et je me dis, putain, est-ce que j'ose et tout, je me dis, ok, vas-y, go. C'est le signe que je dois le faire, quoi. Ouais, exactement.
mais ça peut être des banalités, tu vois. Et après, par exemple, quand tu as des choses qui te frustrent, etc., bah, c'est de communiquer, tu vois. Parce qu'en fait, l'accumulation de non-dits fait exploser le truc et à la fin, ça pète dans tous les sens. Donc, je pense que c'est vraiment lié à la communication, tu vois. Échanger avec les gens et dès qu'il y a un petit truc qui te froisse, en parler d'une façon naturelle, parce que généralement, ça se résout super rapidement. Que ça soit même, tu vois, dans des relations amicales, un couple, etc., tu vois. Les gens qui communiquent pas, ça finit toujours mal. Et après, voilà, les gens qui acceptent, enfin, qui disent je sais tout. Et tu le vois, pour moi, c'est des sujets où, tu vois, que j'aborde jamais. C'est politique, écologique. Parce que c'est des gens où, tu vois, politique, il y avait les élections il y a pas longtemps. Personne n'y connaît rien, qu'on se le dise. Mais tout le monde se fait passer pour un expert, etc. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de se décrédibiliser et de passer pour un débile. Tu vois, moi, j'ai des connaissances politiques que je trouve vraiment pas ouf, mais j'en ai un minimum. Quand j'ai des gens qui m'expliquent des choses, bah, racontent n'importe quoi, dans ma tête, c'est OK, toi, tu vois, en vrai, bouffon, quoi, tu vois. Genre, et je pense que c'est pour ça que c'est important de ne pas rentrer dans des débats quand on connaît pas, d'accepter de ne pas savoir et d'être ouvert à tout le monde, parce que je pense que tout le monde a des choses à apprendre de tout le monde, tu vois. Avec Limitless, ma mission est de t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est ce qui me motive à enregistrer ces podcasts depuis plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Féroce. L'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en micronutriments que celle de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. Pourtant, il suffirait de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. Problème, la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'en manger. C'est pourquoi j'ai créé le steak Féroce, composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abats, pour une richesse micronutritionnelle hors norme et un goût riche et savoureux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais ça nécessite déjà d'avoir suffisamment d'humilité pour pas te sentir au-dessus de tout le monde. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport si j'ai envie de faire quelque chose mais que j'ai peur, c'est le signe que je dois le faire. Ça me fait penser à Nicolas Aignan qui utilisait les peurs comme sa boussole personnelle. C'est-à-dire que s'il avait peur de faire quelque chose, pour lui, c'était le petit signal clignotant que c'est ça qu'il devait faire, quoi. Et je trouve que c'est intéressant comme façon de voir les choses. Et tu mentionnais tout à l'heure le fait que si ton business se plantait, c'est pas grave parce que tu as développé suffisamment de soft skills, etc., qu'aujourd'hui, tu as confiance dans ta capacité à faire n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines compétences, surtout dans ce monde aujourd'hui qui est rendu hyper concurrentiel par les autres, mais aussi par l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses qu'il y a des compétences qui sont clés et que, tu vois, si par exemple demain, tu avais des enfants, tu penses que tu les encouragerais à apprendre et à expérimenter quoi? Mais totalement. Mais déjà, tu vois, j'ai Robin que tu as eu, tu vois, qui a 4 ans de moins, quand il avait fini son. Tu sais, il était parti en Floride, là, aux US, par rapport à son niveau au tennis, il avait une bourse, etc. Il était censé faire un master en école de quoi en France, il était pas très chaud. Moi, j'ai qu'à je dis, vas-y, ça sert à rien, tu vois. Et Diego, le tout petit, qui a 10 ans de moins, quand il était au lycée, tu vois, moi, j'avais commencé le e-com et tout, en dropshipping, puis après en e-commerce avec des vraies marques et tout. Je lui ai dit, mec, regarde si ça te plaît. Enfin, vraiment, c'est ta porte de sortie pour pas avoir, tu vois, une vie, parce qu'il était déjà là en mode, vas-y, comment tu fais, j'ai envie de voyager et tout. Donc, il avait regardé tout ça. Derrière, il a fait une alternance dans une agence sur tout ce qui était media buy, etc. Il bossait avec moi en freelance. Il a fini l'UT, il a dit, j'arrête les études. Il est parti Australie, Asie. Et en vrai, mes parents, vu qu'il y avait eu moi, ils avaient un peu flippé. Après, il y a eu Robin, là, ils ont dit, bon, vas-y, au pire, il reprendra. Mais aujourd'hui, tu vois, ça fait 2 ans qu'il a fini l'IUT, donc il a 22 ans là. En 2 ans et demi, il a vécu solo, donc je l'avais dit aussi, par te manger, tu vois, un job horrible. Genre, moi, je trouve que ça m'a vachement servi. Tu vois, l'affiche. Ouais, mais en vrai, c'est de la restauration et franchement, ça va. Mais tu vois, moi, j'avais fait de l'hôtellerie vénère en intérim à Londres, etc. Des jobs où je faisais la plonge comme un malade. Lui, il est parti 3 mois dans les champs parce qu'en fait, je trouve que ça te permet de réaliser après là où t'as pas envie de retourner et comment tu te développes un plan d'action et tu te bouges le cul, tu vois, plutôt que juste partir en road trip financé par les parents, etc. Et le truc, c'est qu'il a été indépendant financièrement, tu vois, il a gagné tout son argent. Et en fait, tout ce qu'il a appris en 2 ans, franchement, tu le mets par rapport à n'importe quelle personne du marché qui a fait des études aujourd'hui, qui a fait une école de commerce, et franchement, j'en vois beaucoup parce qu'on fait des coachings nous, dans les schémas, sub de pub, Rocket School, etc., Media School. Il détruit tout le monde. C'est-à-dire que d'un point de vue compétence, il détruit tout le monde. Et pour moi, le truc indispensable, c'est justement d'avoir les compétences. Tu vois, il vient de lancer une boîte, il bosse avec moi en free sur l'agence, etc. Il est en train de faire plein de trucs. Il y a plein de choses qui vont pas marcher. On s'en fout. C'est que il a acquis des compétences et aujourd'hui,
Bah, pour moi, le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible. Donc, tu vois, je dirais, bah, déjà, trouve quelque chose qui te plaît, renseigne-toi à fond sur le sujet, nourris-toi. Tu vois, tu me parlais tu te nourris de plein de trucs et tu as marché. Bah, moi, c'est ce que je fais constamment. Je me nourris d'informations sur des sujets qui me plaisent, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça marche bien dans ce que je fais. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je sais que bah, sur mon domaine, bah, si demain ça crache ou quoi, j'ai des gens, tu vois, franchement, tous les mois qui m'appellent en mode, tu vois, comme on avait pu même d'ailleurs échanger, tu te rappelles à l'époque, je monte une boîte, est-ce que t'es pas chaud de rentrer, tu vois, au capital, etc. Donc, en fait, il y a des opportunités. Mais il y a des opportunités à partir du moment où tu es compétent et aussi où tu acceptes le fait que tu n'auras jamais de temps de repos. Tu peux avoir des petites vacances, mais tu peux pas partir un an et revenir. Je trouve que se remettre à la page, c'est dur parce que ça bouge très, très, très vite, tu vois. Donc, moi, j'ai appris que, enfin, j'ai totalement accepté le fait que c'était un marathon et que, à côté de ça, je suis pas du tout en train de me cramer, mais que faut que je continue de m'instruire régulièrement parce que ça bouge super vite, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que c'est indispensable d'avoir un sujet qui te plaît parce que si ça te plaît pas, bah, au final, tu craches, quoi. Et juste voilà, tu parlais de l'école. Bon, le but c'est pas de cracher sur les études supérieures, etc. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont positives, mais je voulais juste témoigner d'une petite anecdote. Dans ma précédente startup, j'ai recruté plusieurs développeurs et des développeurs qui étaient autodidactes, VS, des développeurs qui sortaient de grandes écoles d'informatique. Et le fait est que un développeur qui sort de grandes écoles informatiques, il part du principe qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir sur le développement. Et donc, si tu lui poses une question, que tu lui poses un problème qui est en dehors de ce qu'il a appris, il part du principe que c'est pas possible. Tandis que, et donc c'est le principe d'un état d'esprit un peu fixe. Tandis que l'autodidacte, qui s'est fait par lui-même, lui, à la base, il sait que c'est un imposteur quelque part, qui sait rien. Et donc, si tu lui poses un problème ou une question qu'il sait pas résoudre, il va partir du principe, pas que c'est pas possible, mais que ses connaissances sont pas suffisantes pour y arriver. Sa posture est complètement différente. Ouais, Et donc, il va partir du principe que c'est possible et il va chercher une solution pour y arriver. Et donc, c'est plutôt un mindset de croissance. Et j'ai vraiment remarqué, donc peut-être que l'autodidacte a des connaissances de base qui sont moins poussées, moins développées que celui qui sort d'une grande école. Par contre, celui qui sort d'une grande école, il va se limiter à ses connaissances, tandis que celui qui est autodidacte, il va toujours partir du principe que s'il n'arrive pas à faire quelque chose, c'est lui le problème. exactement. Mais pour moi, c'est la capacité à se prendre des murs. Et en fait, au bout d'un moment, le premier mur, il fait mal. Mais quand tu te prends 10 murs par jour depuis 5 ans, moi, je me prends des murs tous les jours, hein, parce qu'en vrai, quand tu entreprends, ta vie, c'est de résoudre des problèmes quasiment tout le temps. Oui. Mais c'est exactement comme quand je sais que je dois aller au sport, j'y vais, je me pose pas de questions. Là, boum, je me prends des murs. Et puis, en fait, les murs, ils font plus mal, tu vois. Et je pense que, tu vois, demain, tu me disais si j'ai des enfants ou quoi. Franchement, encore une fois, ça dépend les métiers. Tu vas en médecine, dans le droit ou quoi que ce soit, les études, c'est utile. Mais vraiment, pour moi, une école de commerce aujourd'hui, ça sert à rien. Par rapport après à la vie que tu vas avoir. Si tu veux finir, tu vois, dans un grand, tu vois, un truc EY, Deloitte, en consultant, c'est très bien, tu vois. Mais en revanche, le truc que j'ai vu aussi, c'est que quand j'ai commencé à aller à Dubaï, etc., on est, je vivais avec deux potes et il y avait deux colocs aussi qui étaient plus petits, tu vois, qui étaient 2001, donc qui avaient à l'époque 19-20 ans. C'est des mecs qui faisaient franchement minimum 40 000 de bénéfices par mois, tu vois, sans forcer. Donc c'est des génies, tu vois. Et le truc que j'ai vu, c'est que tous ces gens-là qui n'ont pas eu de vie étudiante, qui ont arrêté après le bac, ils sont quand même un peu moins sociables, un peu plus introvertis. Le fait de faire des études, de rencontrer des gens, etc., je trouve que ça t'apprend quand même vachement à t'adapter en société. Et là où c'était super drôle, c'était que je leur disais, bah moi, quand j'étais à Schema, des fois, on faisait des soirées à 300, 400 dans une villa, tu vois. Et ces mecs-là avaient les mêmes réactions que comme tu vois, un salarié lambda du fin fond de la France où tu lui dis tu peux gagner aujourd'hui 50, 100 000 balles par mois avec des métiers en ligne, il va dire non, mais c'est des mythos, les gens en ligne, c'est tous des escrocs, ils mentent. Moi, je disais, les gars, je faisais des soirées à 400, ils disaient non, mais c'est faux, arrête de mentir, tu vois. Alors que quand tu disais tu fais 100 000 balles par mois de bénéf, ils disaient mais c'est totalement normal, tu vois, c'est une banalité. Et en fait, ça entraîne des biais totalement différents. Et je t'oblige à leur montrer des vidéos. Mais les gars, regardez dans la villa et tout. Je dis, mais quoi? Mais comment c'est possible? C'est un truc de fou et tout. Et d'ailleurs, le matin, je lui disais, t'as fait quoi? Il fait, ah, bah là, je viens de faire 20 000 balles en 1 heure. J'ai fait ça, 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 ça. Et je dis, mais c'est quoi ce malade? Et lui, pour lui, tu vois, c'est totalement normal. Et je pense qu'en fait, t'as ce truc de tous les jeunes qui entreprennent de plus en plus tôt, qui est top. Mais pour le coup, je pense que c'est important de pas passer à côté de sa jeunesse aussi, Ouais. tu vois. Ouais, c'est intéressant de mentionner. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent et t'as raison, c'est assez vrai. Et ça nous emmène peut-être à la question de la santé financière. Est-ce que tu as un petit hack d'investissement pour nous?
Bah, moi, j'ai fait des cryptos depuis 2017, donc Ok. ça s'est plutôt bien passé. Et non, après, niveau investissement, franchement, tu vois, j'ai fait un peu d'IMO, etc. Mais je suis pas du tout. Après, vu que je suis, tu sais, avec Green Bull, qui est Yann Darwin, là, et ses associés, qui sont des grosses brutes en immobilier, etc., investissement, bah, automatiquement, j'ai des plans avec eux et ça m'aide beaucoup. Mais non, je pense que, en fait, le truc de base, c'est d'être capable, en fait, de mettre de l'argent de côté pour l'investir. Parce qu'encore une fois, ça, c'est des schémas. Mes potes qui étaient à découvert quand ils avaient 300 balles par mois, aujourd'hui, quand ils en font 5 000 ou 10 000, c'est toujours les mêmes profils qui sont toujours à découvert. Et tu vois, moi, j'ai jamais été à découvert de ma vie parce que après, bah, j'avais mon père, même mon grand-père, qui, dès que j'avais 15 ans, il me disait économise de l'argent. Mais quand j'avais 20 balles par mois, il me disait tu mets à 2 euros et tout. Tu vois, mais 2 euros, je disais non, j'en ai besoin pour m'acheter des bonbons. Et le truc, c'est que je vais pas dire c'est un muscle, mais c'est un peu un réflexe à Mhm. avoir, à comprendre comment gérer son argent et comprendre comment bah, pas le dépenser bêtement sur des achats impulsifs. Et genre, je pense que c'est important déjà d'apprendre à épargner et après de le réinvestir. Et tu vois, bon là, le cycle crypto, on est quand même bien haut, donc c'est bien risqué. Mais il y aura une nouvelle vague quand ça va commencer un peu à crash. Je pense que dans l'année, ça va chuter, tu vois. Et donc, tu vois, des cryptos, même, tu vois, bourse, des trucs classiques, hein, des virements mensuels sur des ETF ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont pas très compliquées à faire, qui sont intéressantes. Et après, tu vois, l'immobilier, je trouve que c'est bien, mais pour avoir acheté quelques appartes, je trouve que c'est pas simple. Moi, ça me saoule clairement. C'est un Clairement. truc qui me fait chier. Et là, tu vois, bah là, je revends mon appart à Paris pour revenir à Nice. J'ai revendu un autre appart avec des potes, etc. Et là, j'ai dit, cette année, j'en fais pas du tout. Et genre, je Ouais. pense que je peux pas être partout. Et encore une fois, c'est le fait d'avoir expérimenté plein de choses. Et je m'étais dit, vas-y, on fait du marchand et tout. Ça va tourner en automatique. On en a fait. Il y a quand même des contraintes, des galères. Donc oui, ça rapporte de l'argent, mais à quel prix? C'est relou. T'as des problèmes à gérer et tout. Et je pense que l'IMO, c'est un énorme levier. Et aujourd'hui, les mecs qui font beaucoup d'argent en IMO, ils font que de l'IMO, tu vois. Et encore une fois, moi, tu vois, dans mes boîtes, même si j'ai des restos, je fais que le marketing, le digital. Sur l'agence, je fais exactement la même chose. Sur la formation, c'est un programme sur ça. Et ma zone de génie, c'est vraiment par rapport au marketing, les réseaux, etc. Comment tu fais exploser des marques sur ça. Et je suis pas du tout restaurateur et j'ai très vite compris que je suis pas juriste ou quoi que ce soit. Et tu peux pas être le meilleur partout, tu vois. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur quelque chose et le reste, tu le délègues. Et après, tu vois, d'un point de vue, si tu as beaucoup d'argent, bah, dans ce cas-là, viens en tant qu'invest sur des gens qui font des projets IMO où là, tu pourras faire et ils sont bons opérationnellement, ils connaissent le sujet, ils ont besoin de fonds. Et là, dans ce cas-là, tu viens en tant qu'invest, quoi. L'IMO, en fait, c'est génial sur le papier parce que c'est un levier de fou. En fait, c'est la banque qui finance son truc. Et puis, les loyers permettent à la fois de rembourser le crédit et en même temps, parfois, générer un peu de cash flow positif. Ça, c'est sur le papier. Et après 20 ans, tu vois, si tu as acheté un truc à 500 000, après 20 ans, tu rien eu à sortir et tu as 500 000 euros sur ton compte. Donc, tu divises ça en gains annuels. En réalité, ça te rapporte plus que ton salaire. Mais clairement, tu as un taux d'emmerditude à la hauteur de ce que tu peux gagner. Donc moi, mis bout à bout, entre mes colocs et tout, j'ai une quinzaine de locataires. Franchement, c'est relou, on a tout le temps des problèmes, quoi. Tout le Ouais, temps non, des problèmes. Et en fait, j'avais clairement sous-estimé c'est ce abusé. côté gestion. Et donc là, potentiellement, enfin bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Mais soit, c'est un vrai Non, trade-off à faire. Et donc ça et, dépend de la situation de la personne aussi et, et de la façon dont il et a envie de tu gagner son vois, temps. Mais moi, j'ai acheté, je sais pas, 3 appartes. Et celui que j'avais acheté à Paris, j'ai fait bon, une société SARL de famille, j'avais mis trop d'apports, etc. Bon, j'ai vraiment fait toutes les erreurs que tu pouvais. Et quand j'ai acheté il y a 5 ans, le marché a fait moins 12%. Et là, je viens de le revendre, tu vois. Et donc, mine de rien, bon, j'ai blindé en Airbnb, etc. quand j'étais pas là. Mais en vrai, sur une opération immobilière, où tu parles à un investisseur immobilier, elle est très très mauvaise, tu vois. ouais, t'as pas gagné tant que ça, quoi. Et franchement, j'ai limite perdu de l'argent, tu vois. Et pourtant, tu t'es fait chier, quoi. Bah, en vrai, ça va, parce que j'avais acheté, je fais les travaux. Après, j'ai une Ouais, conciergerie qui gérait, donc honnêtement, ok. j'avais pas de problème. Mais je sais que si j'avais pris tout l'apport, parce que j'avais mis un bon apport en plus dedans, que je l'avais investi dans même des trucs tu vois, tu fais de la bourse, crypto, etc., j'aurais fait beaucoup plus d'argent sans les contraintes, tu vois. Donc en plus, l'immobilier, je trouve que, bon, en vrai, sur le long terme, logiquement, ça va remonter. Mais bon, Paris a bien crash, tu vois. Et tu peux pas savoir si Paris va encore crash pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que plus tard ça remontera. Tu vois, donc, t'as les taux qui sont plus élevés, t'as de plus en plus de contraintes fiscales, t'as des problèmes. Moi, j'ai plein de potes qui ont eu des problèmes sur des squats d'appartements.
des problèmes d'agence qui géraient mal. Donc, en fait, c'est bien si t'aimes ça. C'est toujours la même chose. En fait, concrètement, il faut pas croire que le fait de faire de l'IMO, c'est les mains dans les poches. Ça demande du temps et ce temps, il peut être très bien utilisé si pour toi, c'est une zone de génie et une passion. Totalement. Si c'est pas le cas, par contre, ça va être une contrainte. Moi, et là, il vaut mieux faire un rapport d'AG, c'est une torture, tu vois. Et comment est-ce que tu organises ton temps et ta gestion entre tes différentes boîtes? Parce que donc, tu as une agence qui s'appelle Brain Lab, tu as Père et Fiche pour laquelle tu ouvres une franchise, et puis tu as aussi une formation en ligne qui s'appelle La Recette. Donc, ça te fait 3 grosses activités qui potentiellement ont quand même des similitudes dans le sens où il y a des compétences communes. Je pense que quand tu testes des trucs sur PR et Fiche, ça te sert à faire tes cours pour la recette et puis potentiellement, ça te sert aussi pour savoir ce qui va marcher dans les créas que tu vas vendre sur BrainLab. Donc, il y a quand même un cercle vertueux qui se crée entre tout ça, mais bon, tu dois quand même structurer. Ouais, totalement. Alors, en fait, la particularité, c'est que déjà, je suis avec Green Bull sur toutes mes boîtes depuis peu. Père et Fiche, ils sont rentrés il y a 2 ans dessus. Et là, maintenant, depuis 1 an, on est avec eux sur l'agence en mode associé et la formation. Donc déjà, j'ai un vrai socle commun sur tout. Je suis associé qu'avec des potes aussi. Donc pour que tout soit bien tu vois, clair sur tout le monde. Et le truc, c'est que sur l'agence, c'est mon associé Axel qui a repris le lead opérationnel de toutes les équipes, etc. Donc moi, je travaille vraiment beaucoup moins dessus. Je supervise un peu la partie créative. Toi, t'es directeur artistique. Non, je suis pas directeur artistique, mais je fais plusieurs rendez-vous quand je prends du lead entrant, parce que ben, y en a plein qui me contactent. Et après, je manage, on va dire, les 3 personnes au pôle créa, tu vois. Donc, t'as une personne qui gère les 2 autres, qui, elle, lit tout très bien, mais je valide tout avec elle. Je valide que le taf est bien fait avant d'envoyer le client, je valide les process, je viens de challenger, etc. J'ai beaucoup moins de travail. Par contre, j'ai le lead sur toute la formation. Où là, pour le coup, c'est moi qui gère vraiment tout, quand Axel ne fait quasiment rien dessus. Donc, on s'est un peu réparti les choses comme ça. Et à côté de ça, Père et Fiche, bah, du coup, je fais tout en ligne. Donc, ce qui me permet de tout gérer à distance. Et je fais toute la partie market, digital, etc. Plus un peu le dev, parce que là, il y a les ouvertures de franchisés qui arrivent. Mais j'ai très peu de présence physique nécessaire, 1 ou 2 jours par mois, tu vois. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'on a tout structuré comme ça. Et là, moi, le gros du focus, tu vois, là, cette année, c'est de bombarder sur la... Bon, t'as les ouvertures de Père et Fiche, mais qui vont pas me demander 100% de mon temps de travail. Après, j'aime bien beaucoup travailler. Et par contre, c'est vraiment de enfin, de faire un gros focus sur la partie formation, tu vois. Parce que là, on l'avait lancé l'an dernier, donc ça a bien marché, mais c'était en mode un peu side project. Et là, c'est de mettre un gros coup d'accélérateur. Donc moi, d'avoir beaucoup plus de faire beaucoup plus de contenu en perso, etc. Pour bah, du coup attirer du monde sur tous les business. En fait, d'être un gros lead magnet marketing, tu vois, pour attirer sur la formation pour les profils qui se lancent, récupérer sur l'agence pour les profils bah, qui ont des... On a des marques qui font généralement au minimum 500 000 à l'année, tu vois. Et après, il sort quand le podcast? Je sais pas, dans peut-être 1 mois et demi. Ah bah c'est bon. Et là, du coup, on a tout fusionné nos bureaux avec Green Bull, donc les équipes France de Green Bull avec la Brain Lab et Yayam Nutrition, où ils sont 4 aussi, qui est une boîte e-com de compléments, etc., de potes à nous. Donc on a tous les bureaux. On a pris des gros bureaux, tu vois, il y a 450 mètres carrés, on est en face de l'aéroport. Et en fait, sur l'étage, t'as un couloir 450 mètres carrés à droite, et à gauche, t'avais 250 mètres carrés en plus. Et on savait pas quoi en faire. Et là, du coup, depuis cet été, on a avancé sur des studios de podcast. Du coup, pareil, on les a ouverts via l'agence, où là, ça ouvre dans 1 mois. Et on a, en vrai, on a un vrai truc de fou, là. Genre, on a 4 salles, 2 salles de 4, une de 8, une de 12. Il y a vraiment gros invest niveau travaux, etc. C'est du hyper haut de gamme. Et en fait, l'idée, c'est que, bon, déjà, ça rapporte de l'argent, mais à côté de ça, que ça soit un peu un cheval de Troie sur tous les business. Parce que déjà, Côte d'Azur, il n'y a personne en podcast. Côte d'Azur, maintenant, l'été, il y a toute la planète, tous les US, les Asiates, tout Dubaï, etc. Donc, dès qu'ils vont vouloir tourner, ils vont venir chez nous. En fait, nous, on aura accès à tous les gens qui viennent. C'est au même étage que tous nos bureaux. Ah bah tiens, quel profil? Boum, est-ce qu'on ferait pas de limo ensemble? Est-ce que tu as besoin qu'on t'aide avec l'agence, etc. Tu vois, pour du coup accélérer vachement par rapport à tout ça, quoi.
Smart, super idée. Et dis-moi. C'était l'idée de Green Bull, c'était pas la mienne. Non, mais c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai vu que t'as mis sur LinkedIn que t'avais dépensé genre 32 000 euros en coaching avec Roger, qui est un coach d'entrepreneur. Je sais pas si t'es encore coaché par lui. En tout état de cause, qu'est-ce que ça t'a apporté? Le coaching? Alors, j'ai pas mis 30 000 avec. Tu nous as menti. Non, j'ai dit que j'avais mis plus de 30 000 dans un coach et des formations. Ok. Mais c'était en comptant les formations aussi, tu vois. Mais après, oui, Roger, j'ai payé un bon billet. On n'est pas loin de 30 000. Je l'ai bossé avec il y a 2 ans et demi. En vrai, c'était super intéressant parce que bon, pareil, c'était un moment où, tu vois, fin d'été, j'échangeais déjà beaucoup avec lui. Je me suis dit, vas-y, en vrai, j'ai envie d'accélérer un peu, tu vois, et de voir ce que ça va m'apporter. Je pense que se faire coacher, c'est incroyable. Faut qu'il y ait le fit. Tu vois, nous, il y avait vraiment le fit humain en plus de ça. C'est-à-dire que quand on faisait des séances, j'étais content de lui parler, tu vois. C'était pas un truc. Ben, en fait, franchement, pour moi, c'est la notion d'avoir un mec qui te fait te bouger, tu vois. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un coach On a abordé beaucoup de sujets sur le perso, beaucoup de problématiques liées à tout ce qui était, bah, pareil, le cerveau, la neuroscience, comment comprendre un peu quand il y a des choses qui me saoulaient, qu'est-ce qui me saoulait, comprendre le fond du truc, comment on dégageait ces trucs-là de ma vie. Et après, sur la partie business, ben, du coup, comment on va chercher les objectifs que je voulais atteindre, tu vois. Et donc, par rapport à ça, bah, clairement, il me rentrait dedans, tu vois. Donc, en fait, toutes les semaines, j'avais des choses à faire. Et bah, en fait, quand tu as des comptes à rendre à quelqu'un, honnêtement, ça va plus vite, tu vois. Et pour moi, il y a eu plusieurs avantages. C'est que je me bouge plus. Il va m'emmener sur des terrains où je suis moins à l'aise et je vais aller me challenger sur ça et progresser. Ça va me rapporter du business. Tu rentres dans un écosystème un peu plus fermé, tu vois, parce que j'ai eu accès à beaucoup, beaucoup de personnes grâce à lui. Et derrière, ça m'a ramené du business. Et rien que sur l'agence, ça m'a ramené beaucoup plus que, tu vois, 30 000 de business. Mais à côté de ça, bah, tu rencontres d'autres personnes avec qui tu fais des projets. Donc pour moi, en fait, franchement, tu vois, les ROI sur ce type de format-là, comme quand j'achète une formation en ligne, c'est très facilement rentabilisable, tu vois. À partir du moment où tu fais la formation et t'appliques, tu vois, tout ce que tu fais. Mais Et pourquoi ouais, est-ce que t'as pas continué alors? parce que déjà, ça coûte de l'argent. Oui, tu es en train de dire que le ROI il est positif. Ouais, ben en fait, je pense que il m'a récupéré à un moment où j'étais beaucoup moins mature, tu vois, professionnellement que là. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait peut-être utile parce qu'il accompagne beaucoup de personnes qui en sont bien plus loin bien plus loin que moi professionnellement. Le truc, c'est qu'entre-temps, tu vois, je me suis mis avec Green Bull. Ou Green Bull, tu vois, ils ont tous entre 36 et 39 ans. Et c'est clairement un peu mes nouveaux coachs, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont 1000 fois plus loin que moi d'un point de vue business. Dès que j'ai des problématiques, je sais pas, d'invest, de galère avec un client ou quoi que ce soit, je les appelle et en fait, j'ai les réponses à toutes mes questions. Là, je suis dans une phase où je ressens, tu vois, c'est un peu même quand tu vois, on parle des expériences psychédéliques, etc. Je pense que des fois, tu en ressens le besoin et des fois, tu en ressens moins le besoin, tu vois. Et là, depuis que je bosse, etc., j'ai un équilibre et je ressens pas le besoin d'aller prendre quelqu'un en externe. Peut-être que ça me ferait aller encore plus vite, mais j'ai pas le besoin et j'ai pas forcément l'envie, tu vois. Comme quand, tu vois, j'ai pris mon coach, au final, je m'étais dit, je prends 6 mois de sport. Et au final, je suis en continu non-stop avec lui. Pour le coup, je trouve que ça m'apporte énormément, donc je continue de le faire. Au bout d'un moment, peut-être que je me dirais, enfin, tu vois, là, cet été, on avait stoppé, parce que voilà, pareil, c'est l'été, j'avais un peu je continuais de faire mon sport, mais moins en mode intensif. Et, euh, et pour le coup, je pense que c'est vraiment en mode, est-ce que tu es prêt aussi à accepter de te faire un peu taper sur les doigts et être Hmm. ouvert? Et après, ouvre-toi à ça. Mais tu vois, tous les gens qui disent, bon, après, il y a tout qui se vend sur Internet, mais qui disent, ouais, les coachs, c'est un truc de débile, les formations en ligne, ça sert à rien. Franchement, moi, j'ai tout appris sur des formations en ligne ou même sur YouTube, gratuitement, etc. Et je trouve ça incroyable. C'est la meilleure opportunité du siècle d'avoir accès à tant de connaissances, tu vois. D'autant plus que maintenant, il y a ChatGPT qui te résume tout, quoi. Ouais, et puis ce qui est dingue, c'est que tu vois, j'ai l'impression que euh, les gens vont beaucoup plus facilement investir dans des choses matérielles. Et là, je te parle pas d'achat Exactement. impulsif, hein, je parle de choses matérielles, mais en termes d'investissement, genre une maison, etc., plutôt qu'investir en eux-mêmes. Peut-être parce qu'ils ont moins confiance dans leur capacité à utiliser leurs ressources, mais pour autant, les ressources que tu développes, ben, elles vont te servir toute ta vie, et puis elles vont
entre guillemets, augmenter le ROI de chaque minute que tu passes. Donc, chaque minute de travail va avoir un ROI supérieur. Tandis que même ta maison, etc., ça semble être une sécurité, mais en réalité, ça n'a pas d'intérêt composé. C'est une sécurité là à l'instant T, mais ça va pas générer d'autres maisons. Tu vois, elle se reproduit pas ta maison. Tandis que toutes les compétences que tu as acquises, tout ce que tu as développé à l'intérieur de toi, ça va avoir des effets composés. Mais je suis complètement d'accord. Et tu vois, le truc de même la chamane ou quoi que ce soit. Ouais, clairement, ça rentre dedans. J'en parle à des potes, ils me disent ah, putain, il n'y a rien qui va dans ma vie, etc. Et tu vois, moi, la totalité de l'expérience, c'est 450 balles, un truc comme ça. Et mes potes, ils me disent, tu vois, on en parle en soirée un samedi soir, ils me disent, ah non, franchement, 450, toi, c'est énorme et tout. Je dis, putain, mais t'es complètement débile. Genre, tu viens de claquer déjà. Rien qu'entre ce soir plus tes restos du week-end, tu vas mettre 150 balles facile. C'est-à-dire que tu fais pas ça pendant 3 semaines et t'as un truc qui potentiellement te change la vie, tu vois. Et je trouve que t'as quand même une vague de beaucoup plus de personnes qui sont vers ça. Je trouve que Ouais, c'est vrai. la vague un peu spirituelle, c'est un peu la vague dev perso d'il y a 10-15 ans, tu vois, qui est en train d'arriver. Et tu sens, c'est pour ça que tous les nouveaux métiers, là, kinésiologue, etc., c'est en train d'exploser total. Tu vois, clairement, d'un point de vue business, il y a des choses à faire de fou sur ça. Tu sais que, parce qu'en plus de ça, tout simplement, les gens prennent de plus en plus conscience des choses. Et en vrai, les gens avec les réseaux, ils sont tous au bout de leur vie, tu vois. T'es dans un truc où le niveau de dépression, je trouve, il est monstrueux. Moi, je regarde autour de moi, surtout à Paris, tu vois. Les gens vont mal, je trouve. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est des solutions qui sont incroyables d'un point de vue bien-être. Mais effectivement, le rapport de ben, comment je matérialise le truc, tu vois, je trouve que le raisonnement il est totalement biaisé, tu vois. En fait, ce que je trouve tragique avec les réseaux ou même, tu vois, la télé, etc., c'est pas pour tout le temps critiquer tout ça, mais c'est que ça te donne une forme de satisfaction. C'est-à-dire que, tu vois, tu allumes ta télé ou tu regardes Instagram, tu as ton petit shoot de dopamine, etc., et ça te donne une forme de satisfaction qui supprime, entre guillemets, la douleur de pas vivre une vraie expérience. Sauf que la différence, c'est que c'est une satisfaction qui est court terme, et donc 3 mois après, ou 3 semaines après, ou même 3 heures après, tu te souviens même plus de ce que tu as vu, tu vois, ça a laissé aucune marque durable. Par contre, là, quand tu me parles de ton voyage avec les champis, quand tu me parles de telle expérience que tu as vécue, de ton voyage en Australie, de ton machin, etc., bah ça crée des expériences durables. Et en réalité, c'est ça qui rend vraiment ta vie riche, parce que ces souvenirs, ces émotions que tu as vécues, c'est quelque chose de durable que tu vas pouvoir vivre, revivre, partager avec des gens, raconter un jour à tes enfants. Et c'est ça la vraie valeur, tu vois, des choses. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, pour moi, les réseaux, je trouve c'est incroyable parce que ça a ouvert le champ des possibles à tout le monde. Mais je pense qu'il faut réussir à juste s'en inspirer et prendre le positif des réseaux, parce qu'il y a du positif, et pas à rentrer dans l'état végétatif de scroll, tu vois, non-stop. Ou parce que moi, le premier, des fois, j'ai des idées, puis je compare et je dis, ah putain, lui, c'était beaucoup mieux ce qu'il a fait, je vais pas le faire, etc. Et il y a des gens qui se disent, ah bah tiens, il se réveille, et puis j'en sais rien, il voit quelqu'un voyager, et lui voulait voyager, et puis tiens, ma vie, c'est de la merde. Ou ça va pas dans ton couple, et tu vois un couple trop heureux, et tu te dis, putain, en vrai, genre, il y a rien qui va dans ma vie, etc. Et tu peux très, très vite rentrer dans des trucs de comparaison, de ce côté un peu parfait des réseaux, d'anxiété, etc. Et je pense que c'est comment tu arrives à avoir la prise de recul nécessaire sur j'utilise les réseaux, parce que clairement, pour moi, c'est la plus grosse opportunité de tous les temps. Tu vois, depuis. Enfin, c'est énorme tout ce que tu peux créer à travers ça. Mais comment tu l'utilises d'une bonne façon pour potentiellement véhiculer un message positif et à côté de ça, d'une façon, tu vois, utile. C'est-à-dire que pour moi, il faut beaucoup plus être acteur sur les réseaux que, enfin, en mode actif que passif, tu vois. Alex, c'était hyper intéressant. On arrive au bout de ce podcast. Je te propose de faire un petit takeaway. Est-ce que tu as 2-3 key points que tu peux donner à nos auditeurs qui peuvent emporter chez eux, appliquer dès demain et qui pourraient changer leur quotidien, leur bien-être, leur épanouissement, leur performance? Ouais, alors si on reprend les sujets dans l'ordre, je pense déjà se lever sans toucher son téléphone. La douche froide, moi je trouve ça très bien. Après, il y a 2 écoles, hein. Et pour les plus motivés, faites le 7 minutes morning workflow, là on le mettra. Derrière, je pense le côté faire du sport, truc un peu classique, hein. Et comprendre en fait qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, quoi. Et par rapport à ça, dresser le positif, le négatif et comment petit à petit vous dégagez le négatif de par rapport à tout ce qu'on a dit. Et breathwork, pareil, testez-le. Moi, pour ceux qui l'ont jamais fait, je conseille souvent la vidéo de Wim Hof, là, tu sais, Wim Hof, 10 minutes, breathwork, je sais pas quoi, là en anglais, il y a 3 boucles. Ça dure On mettra le lien avec. Ça dure 11 minutes et je trouve que c'est un très bon niveau d'introduction. Tu vois, c'est pas du tout des séances trop poussées. Ça donne un premier effet, tu vois, si t'aimes, etc. Ok, trop bien. T'as un nom à me donner que t'aimerais entendre sur Limitless?
Tac, 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 je réfléchis. Ouais, ah putain, en vrai, alors il est vraiment, vraiment pas présent sur les podcasts, etc., mais ça pourrait être fou. C'est Léandre, du coup, c'est chez qui j'ai fait le stage. Ah, le gars de Wim Hof. Ok. Ouais, de Wim Hof, qui était, si je te dis pas de bêtises, limite obèse avant, alcool, clope, joueur de poker, hygiène de vie déplorable. J'aime. Et qui a, si je veux pas te dire de bêtises, qui a limite, tu vois, était en mode à un point de vouloir se suicider, jusqu'à ce qu'il rencontre Wim Hof et qu'il devienne instructeur et qu'il se remette en forme, etc. C'est un mec incroyable. Bon, super compétent, bien évidemment, mais trop cool. Tu vois, on dirait un peu Tarzan. Bon, trop cool, tu nous mettras en relation. Alex, je te remercie pour ton temps, pour cette conversation qui était très intéressante d'une part, et puis en plus, voilà, très honnête et transparente, même si aujourd'hui, toutes ces voies alternatives sont de plus en plus à la mode. Non, mais ça reste quand même courageux d'en parler publiquement, de partager ses expériences. Donc, merci pour ça, et puis ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec toi. En tout cas, ouais, c'était très cool. Allez, à plus.